qui est un vrai astronome. Pas c'est pas pour les autres, il fallait que je le dise. Parce que, vous savez, dans l'astronomie, il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de façons d'observer l'univers. Et là, nous avons la chance d'avoir un spécialiste de la mesure des distances, de la mesure des orbites de satellites, de la mesure de la prédiction des éphémérides, etc. Alors, M. Arlot travaille dans l'IRC. Céleste, c'est lequel? C'est lié au bureau des longitudes qui a été créé pendant la Révolution par la Convention. Le 7 Messidor contre 3 de la République. Vous vous rendez compte? Et vous savez pourquoi ça a été créé? Ça a été pour contrer les Anglais, parce qu'il y avait déjà eu un Brexit avant. Et donc, on espère maintenant le nouveau Brexit pour que les Anglais nous rendent notre méridien de Paris. Donc, nous avons assez parlé. Jean-Pierre nous a bien chauffé. Je vais immédiatement laisser la parole à M. Arlot. Vous pouvez parler, là? Ça va marcher ou il faut... Est-ce que le micro comme ça fonctionne? Non. Est-ce que le micro fonctionne? Non, non. Non, je crois pas. Ça faut appuyer sur on. Il est allumé. Ça marche, ça. Mettez-le un peu plus. Un peu plus comme ça? Non, mais on peut prendre. Ça marche, non? Oui? Ça va comme ça? Bien. Il faut faire des lumières qui éclairent l'écran. Oui, il faut faire de la lumière qui éclaire l'écran. Le micro, je l'ai ouvert pour fermer les lumières. Voilà. C'est ça aussi. Ça va. Il n'y a pas besoin de me voir, c'est pas moi le plus important. La lumière, là. On peut la retirer. En train de chauffer. Vous pouvez pas retirer de... Bien, bonsoir à tous. Effectivement, comme on vous l'a dit, je suis un astronome. Bon, je ne sais pas si je suis un astronome plus vrai que les autres, mais je suis un astronome qui observe. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, la majorité des astronomes professionnels n'observent pas. Ils travaillent devant leur ordinateur à faire de la modélisation. On a peut-être 20% à faire des observations, c'est tout. Les autres, ils analysent les observations. Alors, j'analyse aussi les observations. Mon sujet de travail, ce sont effectivement les satellites naturels des planètes. Et ce que je fais, c'est de l'astrométrie et de la dynamique. C'est-à-dire que je mesure les positions des satellites pour en déduire un modèle dynamique et prévoir où est-ce qu'ils seront dans l'avenir, prévoir les phénomènes dont je vais vous parler, et aussi essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils sont, comment est fait leur intérieur, l'intérieur des satellites, rien qu'en les regardant, en regardant leur position. Donc là, je vais vous parler un petit peu de l'ensemble des satellites et on va voir qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on aimerait connaître, qu'est-ce qu'on ne connaît pas, et surtout historiquement comment on a progressé. Alors mon domaine à moi, j'ai fait une thèse sur les satellites galiléens de Jupiter, qui sont effectivement peut-être les astres les plus importants, mais j'en parlerai justement. Alors qu'est-ce que c'est qu'un satellite? On va faire un petit peu la définition d'un satellite. Ah, tout le monde comprend, c'est quelque chose qui tourne autour d'une planète. Effectivement, l'Union astronomique internationale a vraiment pris une définition très précise. Déjà les planètes, maintenant il n'y en a plus que 8, et les satellites, c'est ce qui tourne autour d'une planète seulement si le centre de gravité commun est à l'intérieur de la planète. Si le centre de gravité commun est entre les deux corps, alors on appelle ça un corps binaire. Et si on prend la Terre et la Lune, eh bien le centre de gravité commun, il est vraiment près de la surface de la Terre, et nous sommes proches d'être plutôt un corps binaire, Terre-Lune, plutôt qu'un corps avec son satellite qui tourne même. La Lune reste même un satellite
de la Terre. Donc ça, c'est un petit peu la définition. Et il y a les autres définitions. Vous voyez, les planètes, elles sont plus cuites, donc on a inventé les planètes naines. Et puis tout le reste, c'est des petits corps, que ce soit astéroïdes, comètes, tout ça, c'est des petits corps. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse ce soir, ce sont les satellites. Alors, satellite, ça vient du latin satelles satellitis, qui veut dire garde ou escorte. Donc, effectivement, les satellites escortent les planètes dans leur ronde autour du Soleil. Bon, il n'y a pas beaucoup d'autres critères, parce que la taille, il n'y a pas de critère de taille. Parce que quand vous prenez Ganymède, par exemple, il est plus gros que Mercure. Il a quasiment la taille de Mars. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est petit. En général, c'est petit par rapport à la planète, mais ce n'est pas petit dans l'absolu. Alors voilà là, je vous ai mis Vénus et la Terre, Mars, Mercure, et vous voyez Ganymède, par rapport à Mercure ou Mars, il est quand même assez gros. Ganymède, Callisto, Titan, c'est des choses qui sont assez grosses, les autres étant quand même un petit peu plus petits. Vous voyez notre Lune ici, qui a la même taille que Io ou que Europe. Donc là, vous avez un peu une idée de la taille de ces satellites qu'on va appeler les principaux satellites, et qui, vous allez voir, nous réservent bien des surprises, ne serait-ce que par leur taille, qui sont quasiment comme une petite planète. Alors voilà le nombre de satellites. Alors ce qu'on appelle satellites principaux, c'est ceux qui sont vraiment, bon, c'est pas des cailloux, parce qu'autour des planètes, vous allez trouver plein de cailloux qui tournent un petit peu n'importe comment. Donc les satellites principaux, Vénus, il n'y a pas de satellite. La Terre, il y a la Lune. Mars, il y en a 2, mais ils sont tout petits, c'est des cailloux. Jupiter, il y en a 4. Saturne, bon, il y en a un gros, Titan, il est petit. Bon, il y en a 8 qu'on connaît bien. Et puis, si on continue, on voit qu'on a Uranus et Neptune, qui ont quelques gros satellites. Alors, le nombre de satellites observés, c'est tous les petits cailloux qu'on voit. Alors Vénus, il y en a un, effectivement, mais je vous en parlerai juste après. Vous verrez que c'est pas anodin d'avoir un satellite de plus, un satellite à Vénus. La Terre, effectivement, il n'y a pas que la Lune, il y a des petits cailloux qui tournent autour de la Terre. Mars n'a que 2 satellites qui sont vraiment petits. Et Jupiter a énormément de cailloux qui tournent autour. Alors là, il y en a, on les a observés, il y en a bien plus, comme Jupiter est loin. Évidemment, il y a tous ceux qu'on n'a pas. Pareil pour Saturne, et sans doute que pour Uranus et Neptune, c'est la même chose. Il y en a beaucoup plus, mais comme c'est très loin, on ne les a pas vus encore. Mais si je le mets comme ça, vous n'entendez plus rien. Vous pouvez bouger le micro. On peut positionner le micro. Voilà. Comme ça, c'est peut-être mieux. Bravo. Bien. Alors, une lune pour Vénus, effectivement, en 1672, Cassini observe une lune pour Vénus qui va réobserver plus tard et qu'on va appeler Nette. Voilà. Et cette lune, eh bien, on va la revoir, on va l'observer, on va faire des éphémérides, et ce sera seulement en 1766, soit un siècle plus tard, qu'on se rendra compte qu'il n'y a pas de satellite autour de Vénus, que c'était une illusion des réflexions, et que les astronomes, comme un astronome avait dit, moi j'ai vu un satellite de Vénus, mais les autres n'ont pas voulu être en reste, et eux aussi, ils ont vu un satellite de Vénus. Donc ça, c'est de la suggestion collective que tout le monde voit un satellite autour de Vénus. Alors aujourd'hui, on ne vous en parle pas trop parce que les astronomes n'ont pas intérêt à se vanter de leurs exploits du passé, d'avoir vu un satellite là où il n'y en avait pas. Mais il faut quand même dire que même en 1887, il y en a certains qui y pensaient encore. Mais en fait, il n'y a pas de satellite autour de Vénus, malgré que dans le passé, effectivement, on ait vu des reflets. C'est des reflets dans les instruments. Alors la Terre, évidemment, elle a un satellite, Mars. Alors, si on retourne au XVIIe siècle, par exemple, quand on a commencé à regarder le ciel avec un télescope, XVIIe, XVIIIe siècle, la Terre, on savait qu'il y avait la Lune, Jupiter, il y avait les fameux 4 satellites galiléens. Donc tout le monde a dit, s'il y en a un à la Terre et 4 à Jupiter, il y en a 2 à Mars et 8 à Saturne. Et en fait, c'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux. Alors la Lune, la Lune, est-ce que c'est vraiment le seul satellite?
Eh bien non, il y a des objets qui tournent un petit peu autour de la Terre. Alors je vais vous en citer deux, c'est 3753 Kruitné et 2202 AA29. Donc vous voyez que ce sont des désignations d'astéroïdes, donc de cailloux qui tournent autour du Soleil. Mais est-ce qu'ils tournent, après tous les satellites, ils tournent tous autour du Soleil, mais en plus, ils tournent autour d'une planète. Alors dans le cas de ces deux astéroïdes, ils ont un mouvement très particulier qui laisse bien penser que, alors évidemment, quand on les voit qui tournent autour du Soleil, on voit la Terre et le satellite, mais ils tournent en se suivant. Alors en se suivant, ils sont assez loin, c'est vraiment des toutes petites choses. Hein, pour les trouver, ça n'a pas été facile. Mais vous voyez, on a ces orbites, vous avez la Terre, et là vous voyez le satellite qui, en tournant autour du Soleil, finalement, il tourne aussi autour de la Terre, avec une orbite qui n'est pas extraordinaire, évidemment. Vous voyez, c'est l'orbite jaune ici, avec la Terre ici, c'est pas tout à fait l'orbite. Alors là, il y en a un autre, c'est 2002 AA29, vous avez la Terre, et là, vous avez l'orbite de 2002 AA29. Donc il y a vraiment une orbite autour de la Terre. Alors évidemment, quand on regarde qu'est-ce qui se passe autour du Soleil, mais la Lune, ça fait aussi un petit truc un peu comme ça, mais l'astéroïde, il suit la Terre dans son mouvement. Alors, c'est pas très stable, on peut penser qu'au bout de plusieurs millions d'années, avec les perturbations de Jupiter, de Vénus autour, le satellite, ils finissent par s'échapper. C'est-à-dire que les forces qui le retiennent à la Terre sont très faibles, donc il suffit qu'il se retrouve dans une configuration telle qu'il y ait une perturbation extérieure et il va partir, il va vivre sa vie en s'éloignant peu à peu de la Terre. Alors il est probable que dans le passé, il y en avait d'autres et que régulièrement, il y a quelques astéroïdes qui satellisent un petit peu autour de la Terre et qui après s'en... Venons-en à Mars. Donc là, vous avez une image qui a été faite au pic du Midi avec différentes positions des deux satellites de Mars. Vous voyez à l'échelle, vous avez le globe de Mars, vous avez les deux satellites là, qui tournent autour de Mars, qui sont vraiment des petits cailloux à des distances assez proches. Donc ils vont très vite, ils tournent très vite. Alors, puisqu'on parle des satellites de Mars, je vais vous faire une référence à un livre de Jonathan Swift qui s'appelle « Les voyages de Gulliver ». Gulliver, c'est un voyageur qui arrive dans un pays peuplé de Lilliputiens, c'est-à-dire de tout petits individus comme ça, qui, alors, vous voyez, on peut faire effectivement tout un tas d'histoires, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Swift, dans son roman, raconte toute l'histoire de Gulliver avec les Lilliputiens. Et chez les Lilliputiens, il y a des astronomes, et ces astronomes, eh bien, ils ont découvert deux satellites autour de Mars, alors qu'à l'époque, il n'en était pas question du tout. Personne ne les avait jamais vus, c'était tout à fait impossible. Alors, effectivement, les astronomes lilliputiens avaient calculé des périodes de 10 heures et de 21 heures et demie. Et en fait, en 1877, donc vous voyez, 150 ans plus tard, il y a un Américain qui découvre Phobos et Deimos, dont les orbites sont de 7h39 minutes et 30h18 minutes. C'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble beaucoup. La Lune mettait un mois quand même. Vous voyez que c'est pas par similitude avec la Lune qu'ils ont inventé ça. Donc c'est vrai que c'est très amusant de voir que dans un roman de science-fiction de 1727, eh bien, on avait trouvé des satellites autour de Mars. Alors deux, c'est possible, un la Lune, deux Mars, un, oui, la Terre avec la Lune, deux Mars, et 4 Jupiter. Donc entre Jupiter et la Terre, 2 c'est ça. Mais les durées de révolution qui étaient assez proches, ça c'est assez étonnant. Donc ils ont été découverts avec cette grande lunette qui est à Washington, effectivement. Il a fallu vraiment une lunette très puissante pour réussir à voir ces deux petits objets. Alors voilà quelques images de Phobos. Là vous avez Phobos. Donc c'est un gros caillou. Un gros caillou avec un trou. Il a pu recevoir un choc d'un autre astéroïde qu'il a plus ou moins absorbé. Ça fait de la poussière qui a pu partir. Voilà, ils sont striés parce qu'ils reçoivent des petits cailloux qui les frottent comme ça et ça fait des stries. Quand ça les tape vraiment comme ça fait des petits cratères. Mais ça n'a pas une forme ronde, c'est pas assez gros pour avoir réussi à s'agglomérer.
Alors Démos, Démos lui est peut-être un petit peu plus régulier, enfin c'est aussi un gros caillou avec des cratères, des zones blanches, il y a probablement de l'eau à l'intérieur, étant donné qu'il y a de l'eau partout dans le système solaire. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne peut pas y en avoir en surface, parce que Mars est quand même trop proche du Soleil, et cette eau, elle finit par s'évaporer, évidemment. À la surface, il n'y a pas une atmosphère, une gravité suffisante pour retenir l'eau. L'eau s'en va dès qu'elle se change en vapeur. Si vous allez plus loin dans le système solaire, on a beaucoup plus de chances de retrouver de l'eau sous forme de glace, parce que là, il fait froid, et donc la glace va se conserver. Mais en fait, il y a beaucoup d'eau, ce qui est un petit peu logique, puisque l'eau, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. De l'hydrogène, il y en a des quantités phénoménales dans l'univers, 95-99%. Quant à l'oxygène, ça fait partie des atomes qui sont fabriqués dans les étoiles, donc c'est aussi quelque chose qui est assez abondant. Voilà, donc de l'eau, du gaz carbonique, c'est vraiment ce qu'on va retrouver un petit peu partout. Venons-en à Jupiter. Alors Jupiter, là, ça devient compliqué. Jupiter, aussi curieux que ça puisse paraître, il a un tout petit anneau très fin, qui ne ressemble pas du tout à celui de Saturne. D'ailleurs, c'est un reste de la formation de Jupiter. Jupiter, c'est comme les planètes, c'était des masses de gaz qui se sont condensées, des petites particules qui se sont agglomérées, et effectivement, il y en a qui sont devenues plus grosses que d'autres. Il y a toutes les planètes, c'est justement ce qui a été le plus gros. Donc Jupiter est très gros, et ce qui reste autour, c'est de la poussière qui n'a pas été absorbée par la planète. Alors vous avez cet anneau qui est très fin, on a beaucoup de mal à l'observer, et vous avez deux petits satellites qui se promènent soit au bord de l'anneau, soit quasiment à l'intérieur de l'anneau. Et vous en avez deux autres, alors ceux-là ils sont encore plus petits parce qu'ils ne sont pas observables depuis la Terre, ce sont les sondes spatiales, qui ont tout simplement montré qu'il y avait aussi ces petits satellites. Et s'il y en a d'autres qu'on n'aurait pas vus, c'est pas étonnant, ce ne serait pas étonnant, mais enfin pour l'instant, on ne connaît que ces quatre-là. Alors les fameux satellites galiléens, eux, ils sont plus loin. Ils sont plus loin que tout ça qui est vraiment très proche de Jupiter. On ne connaît pas grand-chose sur ces satellites, ce sont des cailloux. Ça ressemble un petit peu à tous les astéroïdes, à ce qu'il y a c'est des cailloux. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors venons-en au fameux satellite galiléen. Vous voyez, on retrouve Jupiter avec ses satellites intérieurs, tout petits, et on a Europa, Ganymède et Callisto qui, eux, sont beaucoup plus gros. Alors Jupiter est énorme, évidemment, c'est 10 fois la Terre en diamètre, donc c'est normal que ces satellites soient quand même relativement sérieux. Donc c'est des formations qui ont été faites à peu près en même temps que Jupiter, la planète se forme, et il y a autour une sorte d'anneau de poussière qui va se condenser en gros satellites. On peut penser qu'à terme, cet anneau il va se former, il va s'agglomérer avec les autres. Ce qu'il y a, c'est que Jupiter a un champ de gravité très fort. Jupiter, c'est pas un point, c'est un globe, et le champ de gravité a tendance à détruire les satellites qui sont trop proches. C'est ce qu'on appelle des effets de marée. Les forces sont différentes selon l'endroit du satellite, et ça gêne les satellites pour se former. Ou s'ils se forment, il faudrait qu'ils s'en aillent vite s'ils ne veulent pas être détruits. Donc voilà, vous avez ces 4 satellites qui sont effectivement très importants. Et au-delà, vous avez ce qu'on appelle les satellites lointains. Alors vous voyez là, vous avez Jupiter avec les satellites galiléens autour, et les satellites lointains, ils vont aussi loin que ça. Voilà. Alors là, il y a une chose assez curieuse, c'est qu'il y a 2 groupes de satellites lointains, un qui tourne dans le bon sens et un qui tourne dans l'autre sens, à l'envers. Et il y en a un qui est à 10 millions de kilomètres de Jupiter et l'autre qui est à 20 millions. Donc, sans doute des captures de familles d'astéroïdes. Donc ça, ce serait une famille d'astéroïdes qui serait faite capturer par Jupiter, parce que Jupiter, il est vraiment très gros. Et il a fait le ménage autour de lui, soit les astéroïdes ont été absorbés, ils sont tombés sur Jupiter, soit ils se sont satellisés. Mais pour rester astéroïde à tourner indépendant autour du Soleil, il faut être assez loin de Jupiter. Donc quand vous êtes entre Mars et Jupiter, c'est près de Mars qu'il y a beaucoup d'astéroïdes, mais près de Jupiter, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, ce sont ces fameux satellites qui sont... alors on en découvre de plus en plus, évidemment, parce qu'ils sont tout petits, et plus nos télescopes deviendront puissants, plus on va découvrir d'objets. C'est comme les astéroïdes, on en connaissait moins de 10 000
il y a 30 ans, aujourd'hui il y en a presque 1 million. Alors revenons aux satellites galiléens de Jupiter, parce qu'eux, ils ont vraiment une histoire dans, j'allais dire, la société humaine a vraiment vécu avec les satellites de Jupiter depuis très longtemps. Donc Galilée en 1610, il braque sa lunette sur le ciel. Bon, tout le monde avait des lunettes, mais c'était pour regarder à la surface de la Terre, en mer. Les marins, ils avaient des lunettes, et Galilée est le premier à se dire, bah, tiens, pourquoi je ne regarderais pas dans le ciel? Alors vous allez dire, c'est bizarre, personne n'a eu l'idée avant lui. Ben, c'est que tout simplement, dans le ciel, on pensait que le ciel était parfait, avec des points, et c'est tout. On voyait des points à l'œil, on pensait qu'il y avait que des points, donc à quoi aurait servi une lunette de regarder des points dans le ciel. Mais Galilée le fait, il se rend compte qu'il n'y a pas que des points dans le ciel, et en particulier, quand on regarde Jupiter, on voit un globe, et curieusement, il y a des petits points à côté. Alors, évidemment, alors ça c'est pour vous montrer ce qu'on voit dans un petit télescope, ça ne va pas aussi vite, hein, je vous dis tout de suite, ceux qui ont déjà observé savent que ça ne va pas aussi vite, mais c'est quand même assez rapide, d'un jour à l'autre, ça change énormément de position. Hein. Même vous suivez la même nuit, il y a 2 satellites qui sont éloignés, tout d'un coup vous les retrouvez l'un à côté de l'autre. Donc, mais c'est ça, vous voyez, vous avez cette taille de Jupiter et ces petits points lumineux qui tournent tout autour. Alors voilà ce que Jupiter a vu le 7 janvier 1610, il fait un dessin où il a Jupiter et il a 3 étoiles brillantes autour. Alors il se dit, bah, Jupiter est à côté d'étoiles brillantes. Alors c'est quand même curieux parce que c'est des étoiles très brillantes. Il faut bien penser qu'il y a peu d'étoiles qui ont la brillance des satellites de Jupiter. On est dans des magnitudes 5-6, des étoiles de magnitude 5-6, il n'y en a pas beaucoup. Hein, Mais Galilée se dit, bah, c'est un hasard, il se trouve que Jupiter est à côté de 3 étoiles brillantes. Ça l'étonne un peu, parce que 3 étoiles aussi brillantes, aussi proches l'une que l'autre, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, pourquoi pas? À l'époque, on ne connaissait pas le ciel, hein. Il n'y avait que lui qui observait avec sa lunette, donc il ne pouvait pas demander aux autres ce qu'ils avaient vu. Mais le lendemain, il revient, et puis qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jupiter, et il voit ces 3 petites étoiles. Alors il trouve ça un petit peu curieux, parce qu'il sait que Jupiter se déplace dans le ciel. Et si Jupiter était parti par là, bah effectivement les étoiles se retrouvaient à droite. Mais le mouvement de Jupiter, c'est pas ça, il s'en va vers l'ouest, vers l'Occident, par là. Donc en fait, les étoiles auraient dû, les 3 petites étoiles auraient dû être à gauche de Jupiter, et Galilée les voit à droite. Donc là, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, vivement demain que je vois ce qui se passe. Il revient le lendemain, mais il ne peut pas observer parce qu'il y a des nuages. Bon. Ah bah tant pis, on va revenir le 10, alors là, il n'y en a plus que 2, ils sont à gauche. Le 11, il n'y en a plus que 2, ils sont... Alors là, bon, Jupiter s'est un peu déplacé. Et au fur et à mesure qu'il observe, il se rend compte que, bah, ils restent toujours là, mais ils sont un petit peu dans le désordre autour. Tantôt à droite, tantôt à gauche. Et bien finalement, il va comprendre, il va dire, bah, c'est tout simplement des étoiles qui accompagnent Jupiter. Mais alors il faut bien penser que c'est une révolution, puisque tout tournait autour de la Terre, tout était propre dans le ciel, et tout d'un coup il voit un système, Jupiter, ce satellite, qui vit sa vie dans un coin, sans s'occuper de la Terre et même du Soleil. Donc ça, c'est quand même quelque chose, c'était pas du tout dans ce qu'on imaginait de l'univers. Voilà, donc il finit par se dire, ben voilà, effectivement, il y a 4 étoiles qui tournent autour de Jupiter. Et il publie, voilà, dans des ouvrages aujourd'hui célèbres, il parle des 4 planètes qui sont avec Jupiter. Et il les appelle les astres médicéens, tout simplement parce qu'il est un petit peu lèche-cul et qu'il dit le prince qui me paye, je vais lui donner un peu, l'appeler comme le prince de Médicis. Et il va donner des noms assez farfelus à ces satellites. Il va les appeler Princifarus, Vitrifarus, Cosmifarus et Ferdinandifarus. C'est des noms de princes, effectivement. Alors pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui a entendu que Galilée a observé ça, donc il se dépêche d'observer lui aussi. Alors il va les appeler les astres brandebourgeois parce que c'est d'autres princes qui ont l'intention d'extraire un peu d'argent, et il va les appeler Io, Europe, Ganymède et Callisto. Voilà. Et il va dire, mais moi j'ai observé avant Galilée, je n'ai pas observé le 7 janvier 1610, j'ai observé le 29 décembre 1609. Et il montre son cahier avec la date en disant, vous voyez que...
Et en fait, c'était un petit malin. C'était l'époque où on a changé de calendrier, où il y avait le calendrier julien et le calendrier grégorien, avec l'un qui était en avance de 10 jours sur l'autre. Donc il a bien pris le bon calendrier pour faire croire qu'il avait observé avant Galilée, ce qui n'est pas vrai, il l'a observé après Galilée. Alors, vous avez vu qu'on a Jupiter, on a 4 petits points. Mais quand on les observe, il n'y a pas écrit Yo Europe, Ganymède, Callisto dessus, il n'y a pas marqué 1, 2, 3, 4. Donc comment les distinguer? Donc ça a été un grand problème, comment les identifier? Alors si on pouvait tout le temps les regarder, on les suit, et puis on dessine leur orbite, et puis on finit par les voir. Aujourd'hui, dès qu'il fait jour, c'est fini, on ne peut plus les voir. Comment faire? Alors Galilée, en avril 1611, il dit, ben voilà, celui-là c'est celui-là, il tourne en temps en temps, je les ai identifiés en les suivant. Kepler, pourtant, a démontré que ce n'était pas possible, que la durée de nuit n'était pas suffisante pour qu'à l'époque, on puisse faire cette mesure. Alors, comment a fait Galilée? Donc il a triché, mais comment? Parce qu'il a même triché pour arriver à un bon résultat. Donc, mais il n'a pas vraiment dit ce qu'il a fait. Alors il a fait plein de dessins où il nous montre, voilà, comment ça bouge, et voilà comment j'en déduis que celui-là il tourne en 1 jour et demi, l'autre en 3 jours, etc., etc. En fait, on le soupçonne d'avoir bien vu que certains satellites étaient un petit peu plus brillants que les autres. Donc quand il avait un doute entre 2 satellites, puisqu'il ne pouvait pas discriminer d'un jour à l'autre, il avait repéré que certains étaient plus brillants, et c'est comme ça qu'il les a suivis. Mais curieusement, il ne l'a pas dit. Maintenant, tout le monde pense qu'il a fait ça, parce que c'était le seul moyen. On ne pouvait pas faire autrement. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas dit? Pourquoi il a dit non, 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 moi j'ai réussi à le faire, personne n'a réussi, mais moi j'ai réussi. Voilà. Donc, c'était sans doute une sorte de vouloir se vanter, d'avoir fait ce que les autres ne pouvaient pas faire. Alors, Galilée va aussi observer autre chose, c'est que de temps en temps, on a un de ces satellites qui disparaît. Mais je dis bien qu'il disparaît. Il voit les 3 satellites, c'est en pleine nuit, et tout d'un coup, il y en a un qui s'éteint. Mais il s'éteint rapidement, hein, en 2 minutes, paf, c'est fini, il n'y a plus rien. Ah, il commence à se poser la question, là aussi, qu'est-ce qui se passe? Et il comprend que Jupiter fait une ombre derrière lui, il y a le Soleil, Jupiter, il y a donc une ombre, et bien, les satellites passent dans cette ombre de temps en temps. Alors ça, c'est assez facile à vérifier, parce que Io, le premier satellite, il tourne en 1 jour et demi, donc une fois qu'on a repéré qu'il y a une éclipse, ben, on sait combien de temps attendre avant de retrouver la prochaine éclipse. Et ça, il trouve assez facilement pour les 3 premiers satellites, parce que Callisto, il est un petit peu loin, il arrive que de temps en temps, il passe au-dessus de l'ombre ou au-dessous. Mais les 3 premiers satellites sont toujours éclipsés, et il n'a pas de problème. La première éclipse en 1612, et finalement, il arrive à prédire quand est-ce qu'il va y avoir une éclipse. Donc et alors là, il va se dire, ces éclipses, c'est quand même un truc extrêmement intéressant. Des éclipses, donc là vous voyez, vous avez Jupiter, vous avez 1, 2, 3, 4 satellites, et si j'anime, vous voyez que celui-là disparaît. Il disparaît, il ne va pas jusqu'à Jupiter, tout simplement parce qu'il passe dans l'ombre de Jupiter. Et alors c'est très rapide, hein, c'est moins rapide que ça, là c'est accéléré, mais en 1 à 2 minutes, on ne voit plus rien. Et c'est des trucs très brillants. Donc c'est vrai que c'est spectaculaire, et aujourd'hui avec n'importe quel petit satellite en éclipse. Alors les satellites ils vont aussi nous servir à autre chose. Remer, qui est un observatoire de Paris entre 1676 et 1680, observe justement ces éclipses. Et il note que, ben voilà, elles arrivent à telle heure, mais ça devrait être complètement régulier, et pourtant, il y a des périodes où elles sont un peu en avance, et des périodes où elles sont un petit peu en retard. Alors il se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il finit par se dire, ben, c'est que tout simplement la vitesse de la lumière, elle est finie. La lumière ne se déplace pas instantanément, comme on le croyait à l'époque, mais elle a une vitesse finie. Donc si elle a une vitesse finie, vous voyez, quand on a Jupiter et ses satellites, avec l'éclipse derrière, ben quand la Terre est là, ou quand elle est là, eh bien il y a quand même plus de près de 200 millions de kilomètres de différence, et ben la lumière, ça va quand même faire presque 10 minutes. Donc effectivement, ça se voit. Et il ne va pas calculer la vitesse de la lumière, Remer, mais il montre que la vitesse est finie.
Alors après, d'autres que lui vont le faire, hein, ça va être assez facile de le faire, sauf qu'on ne connaît pas bien la distance de Jupiter, hein, il faut quand même aussi la calculer. Kepler arrive avec ses lois, c'est quand même assez compliqué, mais enfin, on va y arriver. Mais vous voyez déjà, les satellites de Jupiter, c'est à eux qu'on doit de savoir que la lumière a une vitesse finie. Alors Galilée, il va aussi se dire, mais les éclipses, ça doit pouvoir nous servir aussi à quelque chose. Alors il y a un grand problème à l'époque, qui est le problème de déterminer les longitudes. Quand vous êtes quelque part, ça peut être en mer ou n'importe où, à l'autre bout du monde, à l'époque, on n'avait pas de carte. On explorait le monde, on ne le connaissait pas. Et il fallait faire une carte. Et pour faire une carte, quand on était au milieu de l'Amérique du Sud, il fallait mesurer sa longitude. Et comment faire pour mesurer sa longitude ? La mesure d'une longitude, elle est assez simple. Quand vous êtes dans un lieu quelconque, vous regardez l'heure avec le soleil, et vous avez l'heure locale, l'heure solaire locale. Si vous téléphonez à Greenwich ou à Paris, puis vous demandez quelle est l'heure locale là-bas, on vous donne une autre heure, vous faites la différence entre les deux, c'est la longitude. C'est pour ça que les longitudes, les astronomes les comptent en heures, minutes, secondes, parce que c'est tout simplement la différence entre le temps local d'un lieu et le temps local du méridien d'origine. Greenwich ou Paris, selon qu'on veut partir de Paris ou Greenwich. Mais à l'époque, pas de téléphone. Donc comment vous faites quand vous êtes au milieu de l'Amérique du Sud pour savoir quelle heure il est à Paris, alors que vous avez une heure un peu différente? Galilée est le premier à se dire, les satellites de Jupiter, ils vont pouvoir nous servir à ça. Alors il n'avait pas les moyens techniques de le faire, mais il a essayé de vendre ça à la cour d'Espagne, à l'endroit d'Espagne. Vous qui naviguez beaucoup et qui voyagez en Amérique du Sud, je peux vous donner un moyen de connaître votre longitude et faire de la cartographie. Et il a voulu vendre ça, et le roi d'Espagne ne l'a pas cru, et ne lui a pas acheté le brevet pour calculer ses longitudes. De toute façon, il n'aurait pas été capable de le faire, hein. Il n'y avait pas la technique. Mais, en fait, ça s'est fait un siècle plus tard sans problème. Moins d'un siècle, 50 ans plus tard, on utilisait les satellites de Jupiter pour calculer les longitudes. Alors, comment on fait? C'est pas difficile. Si vous êtes à Paris et vous observez un satellite de Jupiter qui va rentrer en éclipse, vous êtes au même moment en Amérique du Sud, et puis il se trouve qu'on voit les deux voient Jupiter, pas au même endroit dans le ciel, mais tous les deux on le voit, et vous regardez la même éclipse. Et bien quand les deux observent l'éclipse, ils savent qu'ils sont tous les deux à la même heure. Même heure de n'importe quelle heure absolue, puisqu'ils voient le même phénomène en même temps. Eh bien, on va se servir de ça pour faire les longitudes, puisqu'il suffit de... alors, il y a soit le géographe qui veut faire des cartes, soit le voyageur qui veut savoir où il est, vont utiliser les satellites de Jupiter. Alors, vous avez, ça c'est la connaissance des temps de 1700, je ne sais pas combien, c'était ici là-dessous, peut-être que vous le voyez écrit là. 700 et quelques. Qu'est-ce que vous voyez? Le géographe, pour trouver les longitudes, on observera en différents lieux de la Terre la même immersion ou émersion, c'est éclipse qu'on appelait comme ça à l'époque, et l'on comparera le temps vrai auquel ces observations ont été faites en divers lieux. La différence en heures, minutes et secondes sera celle des méridiens, qui sera orientée à l'égard d'un lieu proposé lorsque l'observation sera arrivée plutôt en ce lieu, etc., etc. Ça veut bien dire que on observe la même immersion de deux endroits différents et on a la longitude. Donc voilà, le géographe, il partait avec sachant qu'il allait observer et il gardait à ses copains et lui disait « vous allez continuer à observer les mêmes phénomènes et quand je rentrerai, vous me direz quelle heure il était à Paris, moi je vous dirai quelle heure il était à Buenos Aires et on aura la longitude de Buenos Aires. » Quant au voyageur, lui, pour trouver la longitude d'un lieu quelconque de la Terre, il suffit d'observer la même chose, on compare le temps vrai de l'observation avec l'heure et la minute de la même immersion, calculé pour Paris. Il emmène un petit livre dans lequel il a l'heure de Paris au moment d'une éclipse. Et donc, il est à Buenos Aires ou ailleurs, il a son petit livre, il dit « Ah, aujourd'hui, il doit y avoir cette nuit un phénomène. Je ne sais pas à quelle heure, donc j'attends. » Et dès qu'il le voit, il dit « Tiens, il est cette heure-là à Paris, et comme il est cette heure-là ici, voilà ma longitude. » Donc, le géographe comme le voyageur vont utiliser pendant
plus d'un siècle les satellites de Jupiter pour se diriger. Alors voilà, observation de quelques éclipses des satellites de Jupiter en divers lieux en 1703. Donc à Bologne, ben voilà, on observe à 12h31 18 secondes. À Lyon, et on a la différence de méridien entre Paris et Bologne. À Lyon, et puis on continue comme ça, on a la différence entre Paris et Lyon. Et on a ces observations-là sans arrêt, et comme ça, on va calculer les longitudes. Les latitudes, pas de problème, c'est la hauteur de l'étoile polaire qui vous la donne, donc c'est pas difficile, la latitude, on a toujours su faire. Mais la longitude, c'était plus compliqué. Donc vous voyez l'intérêt de ces fameux satellites de Jupiter. Et comme ils tournaient très régulièrement, c'était très facile de prévoir les éclipses, et on publiait, alors c'était pour 1714, les émersions en janvier, 1er janvier, 3, 5, 7, oui, il y en a beaucoup, il y en a tous les jours. Donc il suffisait qu'il n'y ait pas de nuages pour pouvoir s'en servir. Et quand Louis XIV crée l'Observatoire de Paris, il dit aux astronomes, bon, je ne vous paye pas pour vous amuser, je vous paye pour que vous utilisiez les astres. Louis XIV n'était pas un scientifique, donc il ne pouvait pas leur dire ce qu'il devait faire, mais débrouillez-vous pour cartographier la France déjà. Donc les astronomes, en utilisant les satellites de Jupiter, vont faire une nouvelle cartographie de la France. C'est la courbe noire, et la courbe légère à côté, c'est ce qu'on croyait avant. Donc vous voyez, on réduit énormément la taille de la France dès qu'on fait des mesures précises. Et Louis XIV dira à ses astronomes, vous êtes bien ingrats que je vous paye un bel observatoire et que vous me réduisez la France de plus que tous mes ennemis européens réunis. Alors pendant ce temps, on observait quand même Cassini à l'Observatoire de Paris, il continuait à observer ailleurs, il faisait la carte pour Louis XIV, mais il s'amusait quand même un petit peu, faut le dire, il observait Saturne et il découvrait des satellites autour de Saturne. Voilà, et les satellites de Saturne ont été découverts petit à petit. À cette époque-là, on avait des instruments qui n'étaient pas très puissants, mais pour les satellites plus brillants, c'était quand même relativement... Alors maintenant, je vous ai dit que c'était facile de prévoir les phénomènes des satellites de Jupiter. Bon, facile, c'est un grand mot. La première chose, vous pouvez dire, oui, comme ça tourne bien rond autour de Jupiter, j'observe une éclipse, j'attends, voilà, le satellite met 1 jour et demi, et je peux calculer les éclipses qui vont tomber tous les 1 jour et demi. Alors il y a le début, il y a la fin, il y a la taille de Jupiter, donc on peut faire un petit calcul, mais tout ça, ça suppose que les satellites tournent, j'allais dire, d'un mouvement uniforme, circulaire autour de Jupiter. Il ne faudrait pas qu'ils accélèrent un petit peu, qu'ils ralentissent, et il ne faut pas oublier que les planètes dans leur orbite autour du Soleil, l'orbite n'est pas circulaire, elle est légèrement aplatie, c'est une ellipse, et les planètes vont plus vite quand elles sont proches du Soleil que quand elles en sont loin. Donc les satellites, s'ils s'éloignent et s'ils se rapprochent de Jupiter, ils vont accélérer et freiner. Donc mes éclipses, elles risquent de plus être vraiment d'être en retard ou en avance. Alors première cause de retard ou d'avance, c'était la vitesse de la lumière. Une fois qu'on l'a trouvée, ça va. Deuxième cause de retard, c'est que Jupiter, comme je vous l'ai dit, c'est une planète, a une ellipse aplatie autour du Soleil, donc Jupiter est plus ou moins loin du Soleil, ce qui veut dire plus ou moins loin de la Terre. Donc déjà, avec une période de 12 ans, la distance entre Jupiter et la Terre va varier. Donc vous allez avoir non seulement la distance de la Terre, parce que la Terre tourne autour du Soleil, sa distance à Jupiter varie, mais même la distance à Jupiter varie de par Jupiter lui-même à cause de son orbite. Donc vous voyez, c'est assez compliqué, il faut en tenir compte. En plus de ça, Jupiter est aplati, il est très gros. Donc ça perturbe le mouvement des satellites. En plus de ça, ils sont gros, donc ils vont se perturber mutuellement. Alors s'ils se perturbent mutuellement, quand ils vont être deux proches, ils vont accélérer. Et puis quand ils vont s'éloigner à nouveau, ils vont freiner. Et donc, les éclipses vont être plus ou moins en avance ou en retard. Le Soleil et Saturne vont aussi les perturber. Et ce qu'on appelle, les orbites sont en résonance, c'est-à-dire que quand il y en a un qui fait un tour, l'autre fait 2 tours ou 3 tours, et ça reste comme ça.
Et c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle cette fameuse résonance, si bien que les satellites prennent des configurations très particulières. Par exemple, vous ne pouvez pas tous les voir tous du même côté. C'est pas possible. Parce que, tout simplement, eh bien, leurs longitudes sont toutes liées par une équation très simple, effectivement. Et donc, tout ça fait que le mouvement des satellites est très complexe. Et ça, dès qu'on a observé les éclipses, évidemment, quand on voulait savoir où on était, on n'était pas une minute près, hein, c'était pas dramatique. Mais quand on veut essayer de comprendre la dynamique, comment ça marche, tout ça, dès que ça colle plus, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Et donc, c'est un petit peu tout ça qu'il a fallu au cours du temps. Évidemment, on a observé les éclipses pour essayer d'améliorer la théorie qui allait servir à prédire les éclipses suivantes. Alors, quelles observations? Effectivement, les observations d'éclipses, c'est ça qui a été utilisé vraiment tout le temps, pour essayer de construire des théories dynamiques. Alors, des théories du temps de Cassini, au XVIIe siècle, il n'était pas question de faire des théories dynamiques. Il faut bien penser qu'on ne connaissait pas encore la loi de la gravitation universelle. On constatait que les satellites tournaient autour de Jupiter. Après, on a compris qu'ils suivaient les lois de Kepler, mais c'était des lois empiriques. On ne savait pas trop pourquoi. Donc pendant tout ce temps-là, on essayait de faire ce qu'on appelle de la cinématique, c'est-à-dire d'analyser le mouvement et de le comprendre. Et c'est après, à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe, qu'avec la loi de Newton, on s'est dit, il y a une loi, en fait, qui doit guider ces satellites dans leur mouvement. Donc on a commencé à écrire des équations du mouvement des satellites. Et comme vous avez vu, c'était assez compliqué, puisqu'il y avait plein de choses, il fallait écrire des équations énormes. Ça, c'est une observation pour vous dire que quand on observait une éclipse, on ne regardait pas en disant « Tiens, j'ai vu une éclipse, et il était l'heure ». Non, 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 c'était beaucoup plus compliqué que ça. On essayait d'obtenir le milieu de l'éclipse, puisque en fait, je vous ai dit, ça s'éteignait rapidement. Et ça s'éteignait en 1 à 2 minutes. Alors on voulait une précision plus grande que 1 à 2 minutes. Donc on a standardisé la façon de les observer. Tout le monde observait les mêmes phases du phénomène, de façon à ce que tout le monde se mette d'accord pour dire voilà où il était, au moment de l'éclipse. Donc voilà pourquoi c'était si compliqué. Ils avaient tout un tas de mesures qu'ils faisaient pour avoir la demi-durée avec une correction et avoir l'heure réelle de l'éclipse. Voilà, donc une éclipse en 1799 à Cracovie. Alors le problème, il y a eu quand même quand observer les éclipses c'était bien, mais d'abord il fallait attendre qu'il y ait une éclipse pour faire une observation. Donc vous en avez une par jour, ce qui n'est pas beaucoup, et puis une par jour, il ne fallait pas qu'il y ait de nuages en plus. Donc vraiment, pour modéliser un mouvement très compliqué, avoir un point une fois de temps en temps, c'était pas terrible. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout ce que je vous ai montré, essayer de savoir c'est quoi l'instant d'une éclipse. Vous voyez, vous avez Jupiter, il a une atmosphère autour. Quand le satellite arrive derrière Jupiter, ça veut dire qu'il y a un cône d'ombre derrière Jupiter. Mais dans l'atmosphère de Jupiter, il y a un phénomène de réfraction. Regardez le Soleil à son coucher. Vous voyez qu'il est tout troublé. L'heure de coucher de Soleil n'est pas toujours la même parce que la réfraction est plus ou moins forte. Donc vous avez une imprécision énorme. On ne peut pas vous donner l'heure de coucher de Soleil à mieux qu'une minute près, parce que les couches d'air de l'atmosphère troublent le phénomène. Et bien il se passe la même chose. Alors, quand vous avez une éclipse d'un satellite de Jupiter, c'est un coucher de Soleil sur le satellite. Et c'est dans l'atmosphère de Jupiter que les rayons sont absorbés. Ne connaissant pas bien l'atmosphère de Jupiter, on ne connaît pas bien le retard ou l'avance que l'on a dans le phénomène. Donc là, il y a encore une inconnue au moment de mesurer ce genre de phénomène. Donc vous voyez, il y a un problème de précision et un problème qu'on n'a pas assez d'observation. Alors on va chercher d'autres systèmes, et ça va être le 18e et le 19e siècle, surtout le 19e siècle, qui va devenir beaucoup plus technique. Donc on va construire des instruments. Alors il y a ce qu'on appelle un héliomètre. L'héliomètre, c'est un instrument qui a été mesuré
distances, des diamètres. Il y avait du soleil, héliomètre, il y avait du soleil. Comment ça marche? Vous avez une lentille que vous allez couper en deux par le milieu. Vous allez faire glisser les deux demi-lentilles et donc chaque objet que vous aurez dans le ciel, il sera double, puisque chaque lentille vous donnera un objet différent. Et si les deux demi-lentilles ne sont pas en face, eh bien les objets vont s'éloigner au fur et à mesure dans votre oculaire, au fur et à mesure que vous déplacez les deux demi-lentilles. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous alignez deux satellites le long de là où la lentille a été coupée, et puis vous allez déplacer vos deux lentilles jusqu'à ce que les deux satellites se superposent. Et à ce moment-là, vous mesurez le déplacement de vos lentilles et vous avez la distance entre les deux satellites, avec une très grande précision. J'ai analysé ces observations-là, même aujourd'hui on les utilise encore tellement elles sont bonnes. Donc ça a été une sorte de révolution. On pouvait observer les satellites à chaque instant, mesurer leur distance mutuelle entre eux avec une très grande précision. Donc il y a eu au XIXe siècle non seulement des observations d'éclipses, toujours, parce que ça c'était facile, les gens étaient bien rodés, et ceux qui avaient la chance de posséder un instrument de ce type, eh bien ils observaient des distances entre les satellites. Alors on a améliorer la dynamique de nos satellites, et on s'est dit, est-ce que ces satellites, ils accélèrent ou est-ce qu'ils freinent sur leur orbite? C'est une question qui est intéressante, puisque vous savez que la Lune, elle s'éloigne de la Terre, donc son mouvement ralentit, elle tourne de moins en moins vite. Ce qui nous renseigne sur le fait que la Terre, elle n'est pas solide, puisque ce sont des effets de dissipation d'énergie qui vont éloigner la Lune. Et effectivement, c'est des effets de marée sur la Terre, puisque la Terre a des fluides qui freinent son mouvement. Voilà. Alors on se pose la question, est-ce qu'avec les satellites de Jupiter, il se passe la même chose? Eh bien, dès qu'on a fait des mesures, on a vu que les satellites accéléraient. Tous, ils accéléraient à fond. Alors on se dit, c'est un petit peu curieux, qu'ils vont quand même un peu vite, jusqu'à ce qu'on comprenne que, et vous voyez l'intérêt des satellites aussi, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait c'est la Terre qui ralentit. Si vous prenez comme base de temps le mouvement de la Terre, un jour tous les 24 heures, et que vous mesurez, vous observez avec ce temps-là les éclipses des satellites de Jupiter, et bien vous les voyez accélérer, elles vont de plus en plus vite. Très peu, je vous le dis, mais on peut le mesurer. Et en fait, c'est tout simplement la Terre qui ralentit, et les satellites, ils accéléraient pas du tout. Par contre, les satellites de Mars, eux, ils accélèrent vraiment, et dans quelques centaines de millions d'années, ils vont s'écraser à la surface de Mars. Mais dans le cas des satellites de Jupiter, jusqu'à très récemment, on ne savait pas trop ce qui se passait, puisque cette accélération, c'était tout simplement la Terre qui ralentissait. Alors après les héliomètres, arrive la photographie. Fin du 19e siècle, on fait des plaques photographiques. Alors on se dit, voilà, ça c'est bien, parce qu'au moins, on a une plaque photographique, et on aura tout notre temps pour mesurer les distances sur les plaques photographiques. Alors que dans un héliomètre, on ne mesure pas, et enfin c'est fini, parce que les satellites, ils bougent, ils s'en vont. Alors la plaque photographique, elle est moins efficace que l'œil, elle est très peu sensible par rapport à l'œil, elle est facilement éblouie. Vous voyez, quand vous avez Jupiter ici, il vous envoie de la lumière partout, donc après ça va être difficile de voir où sont les satellites, mais l'avantage c'est qu'on peut en prendre beaucoup et faire beaucoup de mesures. Donc fin du 19e siècle, on va commencer, et pendant un siècle, on va faire de la photographie. Alors là, par contre, on va abandonner les éclipses. L'observation d'éclipses est bien moins précise que l'observation photographique. Donc à partir du début du XXe siècle, on n'observe quasiment plus les éclipses par Jupiter. Alors comment savoir de quoi sont faits les satellites de Jupiter? Alors, voilà, on fait des dessins. On prend des lunettes très puissantes, comme la grande lunette de Gedon par exemple, et on fait des dessins pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a des taches, est-ce que ces taches varient au cours du temps, qui penserait qu'il y a une météorologie à la surface. Voilà. Donc on va faire des dessins comme ça pendant tout le XXe siècle. Ça a été fait encore dans les années 1970
où on n'avait pas d'optique adaptative, donc il n'était pas question d'avoir des détails, alors que l'œil arrive à faire de l'optique adaptative. Avec l'œil, vous voyez des choses beaucoup plus nettes qu'avec une photographie qui, elle, va intégrer toutes les variations de l'atmosphère. Votre œil réussit à discriminer et vous pouvez voir des choses qu'on ne peut pas voir sur une photographie. Donc là, on commence à s'intéresser à la nature de nos satellites de Jupiter. Alors voilà une image CCD qui a été faite au pic du Midi en 1980. Alors vous voyez, Jupiter, il est pas mal quand même. Et vous voyez qu'à la surface de Ganymède, eh bien, on a des détails. Donc, grâce au CCD, qui permettent, dans des sites qui ont quand même un bon signe, au pic du Midi, on a de très bonnes images, on commence à pouvoir faire des images des satellites de Jupiter. Mais on ne fait pas encore grand-chose, évidemment, mais c'est la période où on va commencer à lancer des sondes spatiales qui, elles, vont nous en montrer, évidemment, beaucoup plus que ce qu'on peut voir depuis la Terre. Alors, revenons un petit peu aux observations photographiques qui vont, tout au cours du XXe siècle, s'améliorer. Alors, il y a ce problème, vous voyez, sur une plaque photographique, qu'est-ce qu'on fait? On fait 1, 2, 3, 4, 5 poses successives en déplaçant la plaque photographique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une plaque photographique, ça coûte très cher, et plutôt que de ne faire qu'une seule observation sur une plaque, eh bien là, on en fait 5, en décalant la plaque photographique. Alors Jupiter est très brillant, et pour éviter qu'il pollue l'environnement des satellites, on va mettre un filtre seulement sur Jupiter. Alors il y a plusieurs techniques. On peut mettre un filtre général sur, j'allais dire, une plaque qu'on a exposée un petit peu, puis qui est un peu transparente, et on fait en sorte qu'il soit moins transparent là où on va mettre Jupiter, et très transparent autour. Ça, c'est la première technique, avec des filtres. On peut mettre aussi des obturateurs tournants. Alors, il y a ça qui va tourner, et vous voyez que pendant que ça tourne, les satellites sont plus exposés que Jupiter, qu'on va mettre derrière cette partie-là. Donc ça va tourner, et comme ça, on aura des images meilleures. Ou bien, on va faire des filtres comme ça, pour cacher juste Jupiter, en gardant les satellites plus exposés. Donc voilà, tout ça c'est pour essayer d'améliorer encore l'astrométrie des satellites, avoir des images qui seront encore meilleures. Alors si on passe à Saturne, je vous montre une plaque photographique de Saturne. Vous voyez, autour de Saturne, on a mis un filtre. C'est un filtre métallique, semi-transparent, qui cache la lumière de Saturne, qui permet... Alors vous voyez, là vous avez une image qui est très très fin, et en général, si vous regardez dans une lunette et que vous essayez de voir l'image, il y a guère qu'à l'élongation, vous pouvez le voir, mais autrement il est noyé dans la lumière de Saturne qui va vous éblouir complètement. Ça c'est un problème des planètes qui sont tellement brillantes. Alors évidemment, quand vous vous éloignez et que vous allez encore plus loin, même si la distance entre le satellite et la planète est la même, quand vous arrivez à Neptune, alors là c'est complètement collé, parce qu'elle est tellement loin que l'angle sous lequel on voit la distance entre la planète et le satellite, il est encore plus petit. Et donc on est encore plus ébloui. Donc plus on s'éloigne du Soleil, plus de la Terre surtout, plus c'est difficile d'observer les satellites. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que maintenant, on a abandonné les plaques photographiques dans les années 90, fin du XXe siècle, pour les CCD et les CMOS. Mais aujourd'hui, on se dit, mais si je prends une plaque de 1900, il y a un siècle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais numériser cette plaque, et puis je vais aujourd'hui la réanalyser avec des ordinateurs, ce qu'on n'avait pas autrefois, surtout avec des machines qui vont numériser à quelques nanomètres, vraiment quelque chose d'extrêmement précis. Il ne faut pas oublier que sur les plaques photographiques, il y a des étoiles, il n'y a pas que les satellites de Jupiter, et qu'aujourd'hui, avec Gaïa, qui est un satellite astrométrique qui a mesuré toutes les étoiles jusqu'à la magnitude 20, même un petit peu plus, eh bien, toutes les étoiles qui sont sur les plaques vont nous donner des échelles de distance pour les satellites. Donc on peut aujourd'hui analyser des plaques qui ont un siècle avec la même précision qu'aujourd'hui. Donc on est capable aujourd'hui d'observer dans le passé grâce
à des plaques que l'on va renumériser et réanalyser. Donc ça, c'est un projet qui est en cours pour numériser les plaques du passé. Et tout ça, je vous le répète, c'est que le mouvement des satellites Galiléen-Jupiter est l'un des mouvements les plus complexes de la mécanique céleste, tellement il y a de corps qui perturbent, et que la compréhension du mouvement de ces satellites peut nous permettre justement de connaître énormément de choses sur la dynamique des corps et sur ces corps-là, comme je vais vous le montrer. Ça, c'est pour vous donner un petit peu la précision. Alors la précision, ça c'est des millièmes de seconde de degré, c'est donc une précision en angle, et en kilomètres, évidemment, sur place, on peut mesurer. Et vous voyez que les éclipses sont les moins précises. Après, vous avez les plaques photographiques. Je ne vous ai pas parlé de l'instrument méridien. Un instrument méridien, c'est qu'on attend que l'objet passe dans la direction du sud. Quand il passe dans la direction du sud, on note l'heure, et si on connaît bien sa longitude, alors on connaît la position de l'objet. C'est une petite opération qu'on fait avec les angles du ciel, c'est très simple. Et c'est très précis, vous voyez, c'est très précis, c'est même plus précis que les plaques photographiques. Le problème, c'est qu'on ne peut faire qu'une seule observation par jour, plutôt par nuit, au moment où le satellite passe dans la direction du sud. Donc c'est un petit peu embêtant, s'il y a un nuage à ce moment-là, c'est fichu. Alors quand on reprend nos plaques photographiques numérisées et qu'on va les réduire avec le catalogue Gaïa, vous voyez, on passe de 100 millièmes à 30 millièmes de seconde de degré, qui fait de 300 à 100 km de précision. C'est quand même un net problème. Alors les observations CCD, effectivement, c'est assez bon, tout simplement parce que c'est traité par ordinateur, c'est des images numériques traitées par ordinateur, et il y a aussi des phénomènes sur lesquels je vais revenir, qu'on appelle les phénomènes mutuels, que vous voyez, alors là, ils vous donnent des précisions assez extraordinaires, et je vais vous expliquer pourquoi et depuis quand il fait ces observations. Alors le but, c'est effectivement cette fameuse accélération des satellites. Ça permettrait de déduire la composition interne des satellites, selon qu'ils ont une accélération ou une décélération des satellites. Et ça, on va voir un petit peu ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors ces fameux phénomènes mutuels, vous voyez, je vous rappelle ce dessin, vous avez le Soleil, vous avez ici Jupiter, vous avez une ombre derrière, et les satellites qui passent dans l'ombre, ça nous fait une éclipse. Mais il se trouve que les satellites tournent tous dans le même plan. C'est le plan équatorien de Jupiter. Eh bien, quand le Soleil passe dans ce plan, eh bien, derrière un satellite, il y a une ombre, et il y a un autre satellite qui passe dans l'ombre. Donc vous avez des éclipses secondaires qui sont des éclipses entre les satellites. Alors vous avez aussi des occultations, c'est quand depuis la Terre, on voit deux satellites dont l'un passe devant l'autre. Alors ces phénomènes, eh bien, ils sont beaucoup plus précis que les éclipses, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'atmosphère sur les satellites. Donc ce problème dans l'atmosphère de Jupiter qui faisait qu'on se posait la question de savoir quand est-ce que l'éclipse commençait, eh bien elle a disparu. Elle a disparu puisque là, il n'y a pas d'atmosphère sur les satellites de Jupiter. Alors, on va les calibrer avec la taille des satellites. Alors, on commence en 1973, ces observations. Pourquoi en 1973? Pourquoi pas avant? Eh bien, encore une fois, il faut pouvoir les prévoir, ces phénomènes. Regardez cette précision. Vous avez un alignement entre les deux satellites. Donc, il faut donc que la précision de position d'un satellite par rapport à l'autre soit plus petite que la taille du satellite lui-même. Si vous avez une erreur qui est plus grande que le satellite, vous ne savez pas s'il va passer au-dessus de l'ombre ou en dessous ou dedans. Donc il faut que, les modèles dynamiques soient suffisants pour avoir cette précision-là, et deux, qu'on soit capable de faire des calculs de précision avec cette précision-là. Donc, il faut des bonnes théories, et deux, il faut un ordinateur. Sans ordinateur, sans calcul automatique, vous ne pouvez pas arriver à ça. Donc 1973, c'est l'arrivée des ordinateurs dans les laboratoires scientifiques, et donc, eh bien, on va faire des prédictions de ces phénomènes et on va commencer à les observer. Alors au début, on ne connaît pas la taille des satellites, et ça va nous aider aussi à mesurer la taille des satellites. Parce que quand vous avez une occultation, le temps, la durée de l'occultation est proportionnelle à la taille du satellite. Mais quelques années plus tard, on aura les sondes spatiales qui vont mesurer très précisément
précisément la taille des satellites et on utilisera ces données-là pour avoir les positions des satellites. Et là, bien sûr, on aura une très grande précision, ce qui explique la précision que je vous ai montré tout à l'heure. Alors depuis 1973, tous les 6 ans, puisqu'il faut que le Soleil passe dans le plan équatorial de Jupiter, on observe ces phénomènes et on a un réseau d'observateurs. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en 1973, dans le réseau, il y avait une douzaine d'observateurs seulement, et c'était tous des professionnels. Il fallait des photomètres photoélectriques qui étaient des bêtes de course, qui valaient très cher. Aujourd'hui, avec n'importe quel petit CCD, vous faites ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? À l'origine, on n'avait quasiment que des astronomes professionnels. Aujourd'hui, 90% de notre réseau, ce sont des astronomes amateurs. Alors l'important, c'est qu'ils suivent un protocole scientifique rigoureux au moment où ils font leurs observations. Mais c'est vrai qu'en général, c'est relativement bien fait. Oui, on en a dans l'hémisphère nord, on en a dans l'hémisphère sud, parce que quand Jupiter est dans l'hémisphère sud, évidemment, on observe mieux depuis l'hémisphère sud. Mais lors de la dernière période, qui était donc en 2015, si je me souviens bien, 2014-2015, Jupiter avait une déclinaison positive, c'était donc plus favorable dans l'hémisphère nord, et pourtant on a eu plus d'observations dans l'hémisphère sud. Pourquoi? Parce que la météorologie était complètement pourrie dans l'hémisphère nord. Donc il faut beaucoup de monde pour qu'il y ait au moins quelqu'un qui n'ait pas de nuages. Donc il faut beaucoup de monde en longitude, tout simplement parce que quand Jupiter est levé ici, il est couché là. Donc le phénomène, il arrive n'importe quand, il ne s'occupe pas de savoir s'il est observable ou non. Donc il faut beaucoup de monde en longitude. Il faut du monde en longitude et en latitude pour que Jupiter soit le plus haut possible, quand il a une déclinaison positive ou négative. Et il faut beaucoup de monde même au même endroit pour que s'il y a des nuages ici, peut-être que là, il n'y en aura pas. Donc voilà comment on construit un réseau. Donc on a quand même réussi à faire un réseau qui est assez correct. Alors on a des éphémérides qui vous donnent les positions des satellites, et ça vous fait même un petit dessin, vous avez Jupiter, la position des satellites à un instant donné. Donc pour préparer ces observations, évidemment, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc à cette adresse-là, vous avez ces éphémérides, ou si vous voulez avoir des éphémérides des satellites Jupiter et de tous les autres satellites d'ailleurs, là vous avez l'Institut de mécanique céleste qui calcule les éphémérides, vous offre quand même la possibilité de savoir où sont vos objets dans le ciel. Alors revenons un petit peu sur un phénomène mutuel. Comment on réussit à avoir une position aussi précise avec un phénomène mutuel? Qu'est-ce qui se passe? Là vous avez Io et Europe, et quand on les observe depuis la Terre, il y a des moments où ils se rapprochent comme ça. Et si vous observez la lumière émise par les deux, parce que depuis la Terre, vous ne voyez pas ça, vous voyez une tache floue depuis la Terre, et quand ils sont très proches l'un de l'autre, vous ne voyez qu'une seule tache floue. Donc vous prenez la lumière émise par les deux, et pendant que les satellites vont s'occulter, vous allez enregistrer la lumière. Donc quand ils vont être comme ça, la lumière va baisser. Voilà, ça va être un minimum, et puis ça va remonter, puis dès que ça va sortir, voilà. Donc chaque fois qu'on a un phénomène mutuel, eh bien on enregistre le flux de lumière qui descend et qui remonte. C'est tout ce qu'on demande aux astronomes amateurs de faire, c'est de mesurer ça en fonction du temps. Alors il faut évidemment que ce soit bien calibré en temps universel pour que tout le monde puisse se recaler les uns sur les autres, évidemment. Donc voilà, c'est tout ce que c'est comme mesure. Et alors évidemment, d'un autre côté, quand l'observateur va observer cette courbe, le théoricien va dire, à l'instant T, je dois avoir ce flux parce qu'il y a une distance XY qui sépare mes deux satellites. Donc je peux écrire une équation qui me donne la valeur du flux en fonction du temps, avec des paramètres inconnus qui peuvent être XY. Alors il faut que je connaisse aussi la luminosité de mes satellites. Ils sont plus ou moins lumineux, donc évidemment ça rentre en ligne de compte. Et je peux écrire une équation par point enregistrée sur ma courbe. J'ai un grand nombre d'équations que je résous, et à la fin, j'ai la valeur de tous mes paramètres, dont la distance entre les deux satellites, avec une très grande précision. Alors voilà un exemple. Voilà, alors ce qu'on fait, c'est que même on défocalise, parce qu'on ne veut pas avoir de bonne résolution, on veut un flux. Plus
que vous n'aurez pas de saturation, ce sera très bien. Donc on fait défocaliser les images pour avoir un flux. Et on analyse l'ensemble du flux. Alors voilà, ça a été fait au Brésil, donc voilà une courbe. Alors là, vous remarquez une chose, c'est que le bas de la courbe, il n'est pas symétrique. Tout pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il y avait une grosse tache brillante sur un satellite. Donc si vous avez une tache brillante, quand elle est cachée, c'est très bas, puis quand elle ressort, même si le phénomène n'est pas fini, eh bien hop, ça remonte tout de suite. Donc avec ça, on peut aussi voir la nature de la surface des satellites. Alors ça, c'est les astronomes amateurs qui ont voulu faire de la haute résolution. C'est de la pseudo-optique adaptative, c'est du lucky imaging. Alors c'est quand même assez extraordinaire, parce que là, vous voyez un satellite, et vous voyez l'ombre projetée sur l'autre satellite. Tout ça fait par un astronome amateur, hein. C'est pas... Alors comment ils font? Et là aussi, vous avez une occultation. Le lucky imaging, c'est quoi? C'est que vous prenez énormément d'images à très grande vitesse, et puis après, vous les triez. C'est-à-dire toutes les images qui sont brouillées par l'atmosphère, vous les éliminez, et vous ne gardez que les autres. Voilà, ça fait quelque chose comme ça, parce qu'il y a forcément, quand vous observez, des instants où l'atmosphère se calme. L'agitation atmosphérique, elle vient du fait que dans la haute atmosphère, il y a des bulles d'air qui font 40 à 50 mètres, et entre les bulles d'air, il y a des changements de température. Et quand le rayon lumineux traverse entre deux bulles d'air, eh bien tout simplement ça devient très flou. Alors comme les bulles d'air se déplacent, vos images, elles sont nettes, elles sont floues, elles sont nettes, elles sont floues, avec une périodicité qui varie. Donc si vous réussissez à observer toujours à l'intérieur d'une bulle, vous avez quelque chose de très bon. Alors on appelle ça la zone d'isoplanétisme. C'est des très petites zones. Alors évidemment, ça ne peut pas avoir tout un champ comme ça, parce que évidemment, c'est pas forcément pareil. Voilà. Mais pour nos phénomènes, on n'a pas besoin de cette résolution. Ça, c'est vraiment pour la beauté de la chose qu'ils ont fait ça, et je trouve que c'est vraiment bon. Alors maintenant, on a des missions spatiales pour aller voir ces objets. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu deux missions importantes vers les satellites de Jupiter. Il y a eu Voyager en 1977 et Galileo. Alors Galileo, effectivement, il y a eu des problèmes puisque l'antenne qui devait renvoyer la majorité des données a mal fonctionné. Mais Voyager, ça a bien fonctionné. Alors la différence entre Voyager et Galileo, c'est que Voyager n'a fait que passer, alors que Galileo, il est quand même resté plus longtemps à tourner autour des satellites. Alors Galileo, il a eu très chaud parce qu'il a failli s'écraser sur Io, parce que les techniciens de la NASA ont refusé d'écouter les astronomes qui leur avaient dit « faites pas comme ça, vous risquez de vous planter ». Ils ont fait comme ça, et ils ont eu la chance de ne pas se planter. Mais une autre fois, ils ont eu moins de chance avec Mars Climate Orbiter, où on leur a dit « faites pas comme ça, vous allez vous planter ». Ils ont fait comme ça, et Mars Climate Orbiter s'est écrasé sur Mars. Voilà. Donc les techniciens, ils ont quand même intérêt à écouter les astronomes de temps en temps. Bien, donc ça c'est les sondes spatiales. Alors les sondes spatiales, évidemment, nous ont donné des résultats assez extraordinaires, puisque ces petits points qu'on ne voyait que comme des petits points avec peut-être quelques taches, et bien tout d'un coup on a découvert Io comme un corps criblé de volcans en activité permanente. On a vu Europe avec une surface lisse comme une boule de billard, pas de cratère, et en fait une banquise. Ganymède avec de la roche, mais des volcans de glace qui ont l'air de sortir de Ganymède, et un petit peu la même chose avec Callisto. Alors évidemment, une fois qu'on a eu ça, on s'est bien demandé comment ils étaient faits, parce que là on a été vraiment surpris. On ne s'attendait pas. Alors pour Io, on s'attendait à quelque chose, parce que Io émettait plus d'énergie qu'il n'aurait dû. Parce que chaque corps, comme ça, il a une température très basse, et donc il y a un rayonnement thermique. Et ce rayonnement thermique, eh bien, il donne la température du corps. Alors il est éclairé par le soleil, un peu chauffé par le soleil, il renvoie un peu d'énergie et on mesure ça. Et Io, alors à l'époque, c'était très difficile de mesurer ce genre de choses, mais certains avaient soupçonné qu'il émettait un petit peu trop. Effectivement, aujourd'hui, on sait que c'est les volcans qui, étant très chauds, évidemment, font cet excès de rayonnement.
Par contre, on se pose toujours la question de savoir d'où vient cette énergie, parce que pour qu'il y ait des volcans, il faut qu'il y ait une certaine énergie. Ça ne marche pas comme ça. Alors, voilà Io et voilà un volcan. Alors, on a fait des mesures. Alors, quand on a fait les premiers phénomènes mutuels, vous voyez, on avait un phénomène mutuel d'occultation de Io. Donc voilà, là il y a Io qui commence à être occulté, on reçoit moins d'énergie, et puis l'occultation se termine, et voilà. Donc ça, c'est une simple occultation. Alors on s'est dit, en fait, Io, qu'est-ce qu'il fait Io, c'est lui qu'on a fait en premier. Qu'est-ce qu'il fait Io? Il émet, il renvoie la lumière du soleil. Alors la lumière du soleil, c'est dans certaines longueurs d'onde par ici. D'un autre côté, il a une certaine température, mais comme il est très froid, il émet assez loin, par là. Donc ça n'a rien à voir avec la lumière du soleil. Le rayonnement thermique de Io et le rayonnement de la lumière renvoyée du soleil, c'est deux choses différentes. Mais s'il y a des volcans, les volcans, selon leur température, ils vont émettre ailleurs. Donc on s'est dit, il est très possible que les volcans, ils émettent entre les deux. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a observé une occultation de Io, et donc de ces volcans, dans cette longueur d'onde-là. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est ce qu'on a en bas. Eh bien, on a vu que tout simplement, ça chutait brutalement, et ça remontait brutalement. C'était tout simplement, dans cette longueur-là, on ne détecte que les occultations de volcans. Donc ça nous a permis de mesurer le flux du volcan directement, et ça nous a permis, en comparant avec cette courbe-là, de nous rendre compte de la position du volcan à la surface de Io. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'était donc après les images de voyageurs, et le volcan, il s'était déplacé entre les deux. Et c'est vrai qu'ultérieurement, on a confirmé que les volcans se déplaçaient à grande vitesse à la surface de Io. Donc, entre voyageurs et les observations beaucoup plus modernes, grâce à ces observations d'occultation, on a pu observer les volcans de Io. Alors aujourd'hui, vous voyez, on peut observer les volcans dans leur longueur d'onde. On observe Io dans la longueur d'onde des volcans, et comme ça, vous voyez où sont les volcans, et ça depuis la Terre. Enfin, c'est depuis le HST, là, quand même. C'est pas depuis le Sol. Mais avec le VLT, si on fait ça maintenant, il n'y a pas de problème. Voilà, donc aujourd'hui, alors là, effectivement, on peut voir si un volcan se déplace. Alors Europe, effectivement, il n'y a pas de cratère, et quand on regarde de près, c'est tout simplement une banquise. Voilà. Et s'il y a une banquise sans cratère, ça veut dire que quand un caillou tombe dessus, comme sur la Lune, un bout d'astéroïde qui tombe, ça fait un cratère, et bien là, ça fait un trou, ça fait un cratère qui immédiatement se comble d'eau, et il n'y a plus de cratère. Donc ça veut dire qu'il y a de l'eau sous la banquise. Alors est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup, comment est cette eau? Ça c'est aussi une question que l'on se pose. Et donc vous voyez, ce voyageur n'a pas résolu il n'a plus se poser de questions qu'autre chose. Alors évidemment, son rêve, c'est d'envoyer une sonde qui se poserait à la surface d'Europe, qui ferait un trou, qui descendrait une canne à pêche dans l'océan en dessous, et qui nous permettrait de savoir s'il y a des poissons. Le seul problème, c'est qu'est-ce qu'on met comme hameçon, comme, de l'hameçon, mais quoi, pour attraper un poisson. Qu'est-ce qu'ils aiment? Un ver de terre, peut-être pas. Voilà. Donc en fait, s'il y a de la vie dans le système solaire, ça ne peut guère être que dans les océans des satellites de Jupiter. Europe surtout, bien que les autres aussi, on ne sait pas trop si... Europe, oui, il y a sûrement de l'eau, il faut bien qu'il se resurface très régulièrement. Alors est-ce qu'il peut y avoir de la vie? Voilà. Mais s'il y a de la vie dans le système solaire, il y a guère que là, on pourrait en trouver. Alors on a des modèles pour l'intérieur, soit un océan, soit une glace chaude fluide. Parce que finalement, à certaines pressions, l'eau peut aussi avoir un aspect fluide tout en restant glacée. Donc ça fait partie des grandes inconnues. Donc comme on ne connaît pas bien les conditions dans ces endroits-là, voilà, c'est encore l'inconnu. On est très en faveur de l'océan d'eau liquide, mais ce ne serait pas impossible que l'eau ait une autre forme qui soit fluide, mais non liquide. Ça reste à voir.
Alors, comment l'astrométrie et la mécanique céleste peuvent nous aider là-dedans? Je vous ai parlé d'accélération. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un satellite et vous avez la planète. En supposant qu'il y a une marée du satellite sur la planète, c'est-à-dire qu'il y a des océans, c'est fluide, donc il y a une marée, et donc il y a de l'énergie qui va être transférée de la planète sur le satellite. Le satellite va s'éloigner, donc il va avoir un mouvement un petit peu plus lent autour de la planète. Donc si on arrive depuis la Terre, grâce à nos observations, là je vous ai vu montrer tout ce qu'on voulait de précision, on arrive à montrer ça, ça veut dire qu'il y a une marée du satellite sur la planète. Si au contraire le satellite se rapproche, alors ça veut dire qu'il y a une marée de la planète sur le satellite. Et le satellite va perdre de l'énergie et il va descendre petit à petit. Voilà. Donc la discrimination à faire, c'est ou l'un ou l'autre, et donc on continue à faire des mesures de cette accélération. Alors on l'a fait, on a pris des observations sur plus de 150 ans, et on a calculé l'effet de marée de Jupiter sur Io. Et rien qu'avec la mécanique céleste et l'astrométrie, on se dit voilà le transfert d'énergie qu'il doit y avoir vu l'accélération légère qu'on distingue sur Io. Voilà, on a donc donné notre valeur. Et d'un autre côté, on est allé voir ce que tous les gens qui avaient analysé les observations des sondes spatiales avaient mesuré comme flux d'énergie émanant de Io. Donc c'est ces tirons, ça c'est les flux d'énergie mesurés par les gens qui ont analysé les données des sondes spatiales. Et entre ces deux valeurs, ça c'est la valeur que nous on a trouvée, on a dit, eh bien, l'émission correspond à peu près à ça. Et vous voyez que ça colle. Ça colle. Ça veut dire que, tout simplement, la mesure qu'on fait du mouvement des satellites nous prouve bien ça et explique qu'il y a bien une marée de laquelle on peut déduire, ça veut dire que l'intérieur de Io, il a une certaine fluidité. Et cette fluidité, eh bien, elle est déterminée par ces valeurs qu'on a mesurées. Bon, c'est un petit peu un truc de spécialiste, mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a cet accord entre les mesures de flux sur Io et le calcul théorique qu'on fait à partir du mouvement de Io. Donc il n'y a pas une énergie supplémentaire. On s'est demandé, est-ce qu'à l'intérieur de Io, il y a des réactions nucléaires qui feraient qu'il se serait plus chaud? Eh bien non, c'est tout simplement l'effet de marée de Jupiter sur Io qui explique tout ce qu'on voit. Callisto. Alors Callisto, il y a aussi pas mal de glace, mais c'est quand même de la roche, on voit à la surface. Alors là, il s'est pris un truc, là, c'était vraiment une arrivée en escadrille. Mais il y a des cratères, ce qui prouve qu'il n'y a pas de resurfaçage, c'est des surfaces très anciennes, donc l'eau, elle reste vraiment à l'intérieur. Ou bien, alors ça, on le voit sur Ganymède, il y a un gros trou, et là, ça fait un volcan, et il sort de la glace du sous-sol. Donc il y a de la glace sur le sous-sol, mais elle est quand même assez loin, parce qu'elle ne sort pas souvent sur ces satellites. Voilà, alors bon, vous imaginez Callisto. Parce que comme c'est blanc sur les sommets, on a dessiné ce genre de... Venons-en à Saturne. Alors quand on regarde les satellites de Saturne, qu'est-ce qu'on voit? Alors, la plupart d'entre vous savent qu'il y a 8 satellites de Saturne, plus plein de petits. Mais ces 8 satellites de Saturne, c'est un gros, Titan, et puis Mimas, Encelade, Thétis, Dione, Rhea, Hyperion et Japet. Et Phébé, lui, il est très loin. Donc vous pouvez remarquer une chose quand même, c'est qu'il y en a vraiment un gros et des petits. Hein. C'est pas comme pour Jupiter où il y en a 4 gros. Les 4 gros de Jupiter, ils sont quasiment comme Titan. Donc c'est quand même assez différent. Et aussi très différent, c'est tout simplement l'anneau de Saturne. Parce que l'anneau, il est important. On le voit énormément, il y a beaucoup de choses. C'est pas du tout comme Jupiter où c'est un petit reste de poussière. Les anneaux de Saturne, c'est vraiment des blocs de glace et de roches qui sont relativement importants. Donc on s'est posé la question, quel lien entre les satellites et les anneaux?
Alors, dès, vous voyez, Cassini, en 1684, ben, déjà, à l'Observatoire de Paris, il observait, il s'est posé la question de ces anneaux. Bon, au début, on a cru que les anneaux, c'était des anses accrochées à la planète, mais on s'est vite rendu compte que ce n'était pas possible. Après, on a pensé que c'était un anneau solide, mais ça, c'est pas possible non plus. Les lois de la gravitation veulent qu'aucun objet solide ne pourrait tenir, il serait éclaté par les effets de marée, évidemment. Donc, c'est forcément des petits cailloux qui tournent tous à la même vitesse. Voilà, là, vous avez tous les dessins de Cassini. Donc, dès cette époque, on commençait à étudier ce système. Alors Titan, lui, il est vraiment exceptionnel. Il a été observé tout de suite, évidemment, c'est Huygens qui découvre. Vous voyez, un rayon de 2500 km, c'est pas rien. Et puis, il est à 1 200 000 km de Saturne. Alors, il faut bien penser que la Lune n'est qu'à 400 000 km de la Terre. Mais par contre, 15 jours, parce que Saturne est tellement gros que, évidemment, il faut qu'il tourne assez vite s'il ne veut pas... Enfin, quoi qu'il reste autour de Saturne. Alors on s'est posé la question comment sonder l'atmosphère de Titan depuis la Terre, puisque Voyageur Passe dit il y a une atmosphère épaisse autour de Titan. Donc on s'est dit, alors on prépare la sonde Huygens, la mission Cassini, on va envoyer une sonde qui va descendre sur Titan. Et comme ça, elle nous dira de quoi est faite l'atmosphère. Mais quand on fait descendre une sonde dans l'atmosphère, à quel moment vous allez ouvrir le parachute? Si vous l'ouvrez trop tôt, ça ne marche pas. Et si vous l'ouvrez trop tard, pareil. Il faut l'ouvrir au bon moment. Hein, les satellites qui retombent sur Terre avec les astronautes, il ne faut pas se manquer au moment de l'ouverture du parachute. Donc, pour savoir quand ouvrir le parachute, il faut connaître l'atmosphère. Voilà, on envoie une sonde pour connaître l'atmosphère, mais pour que la sonde arrive en bon état, il faut connaître l'atmosphère. Donc on va sonder l'atmosphère depuis la Terre. Comment on fait? Eh bien on va attendre que Titan passe devant une étoile, et la lumière de l'étoile va traverser l'atmosphère de Titan, et on va analyser cette lumière. Voilà comment on va faire. Donc voilà. On attend que l'étoile passe derrière Titan, et on a une tour. Quand l'étoile disparaît, ben, c'est fini, et puis après, elle réapparaît. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ben, au moment où l'étoile passe derrière Titan, évidemment, on ne voit plus l'étoile, on ne voit plus Titan, et puis après, elle remonte. Mais il y a plusieurs choses. Il y a d'abord des fluctuations énormes ici. Ces fluctuations, c'est la haute atmosphère de Titan. Grâce à ces fluctuations, on connaît la pression de l'atmosphère de Titan et la température. Ici, on arrive au centre. L'atmosphère de Titan est tellement épaisse qu'elle fait loupe et qu'au moment où tout est aligné, il y a un sursaut. C'est ce qu'on appelle le flash central. Et même chose de l'autre côté. Alors, vous n'avez évidemment pas la même chose parce que quand vous êtes à l'opposé de Titan, la température n'est pas la même puisque le Soleil n'éclaire pas de la même façon. Donc voilà, avec ça, avec ces occultations, on a tout simplement analysé l'atmosphère de Titan et faire son profil et expliquer comment faire pour que la sonde Cassini descende, la sonde Huygens descende dans l'atmosphère de Titan. Donc vous voyez la complémentarité entre les observations au sol et les observations des sondes spatiales. Et voilà notre sonde Cassini, qui va passer là dans le trou et finalement elle va ressortir entière. Donc voilà, il y avait des petits hommes verts sur Titan qui ont pris des photos et qui nous les ont envoyés au moment où la sonde est arrivée. Donc elle a bien ouvert son parachute et pouf, elle est arrivée là. Donc ça a été un succès et comme elle ne s'est pas abîmée, elle a pris des photos. Donc ça c'est une photo de la surface de Titan. On pense que c'est de la glace de métal, parce qu'il fait moins 270 degrés, donc tout est gelé. C'est pour ça qu'il y a encore cette atmosphère, parce que c'est tellement froid que le soleil ne peut absolument pas. Voilà, donc on a effectivement pas mal de détails sur la surface de Titan. Alors si on compare Titan avec la Terre, alors Titan est quand même plus petit que la Terre, mais vous voyez que c'est pas si différent que ça. Bon, ben la Terre, voilà ce que vous avez. Titan a une atmosphère beaucoup plus épaisse qui monte à 600 km, alors que la Terre, au-delà de 50 km, il n'y a plus grand-chose.
C'est parce qu'on est trop près du Soleil, on serait plus loin du Soleil, notre atmosphère, on aurait gardé plus de choses. Et vous voyez, il y a de l'azote, du méthane, un petit peu d'argon, et on retrouve de l'azote comme sur la Terre. Voilà. Et donc, il y a une atmosphère assez épaisse, mais c'est des atmosphères, alors s'il ne faisait pas si froid, effectivement, la vie avait des chances d'apparaître sur Titan aussi, mais il fait beaucoup trop froid pour qu'il puisse se passer grand-chose. Alors évidemment, on peut avoir par endroit du méthane liquide, enfin le méthane liquide, c'est pas aussi pratique que l'eau pour aider la vie à apparaître. Alors, d'autres satellites, alors on retrouve de la glace partout. Comme on est encore plus loin du Soleil, alors là, de la glace, ça ne manque pas. Il y en a. Et sur Encelade, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on observe des geysers. Donc, mais alors là, c'est permanent. C'est pas parce qu'il y a eu quelque chose qui est tombé. Il y a des geysers en permanence qui sortent d'Encelade. Ça veut dire qu'il y a de l'eau chaude en dessous. Enfin, chaude, entendons-nous. Donc voilà, ça c'est les photos qui ont été faites. Donc vous avez tous ces petits geysers. Entretenus par quoi? Toujours, est-ce que c'est de l'énergie gravitationnelle qui est toujours dedans? Ou est-ce qu'il y a des effets de marée qui réchauffent le corps, comme Io, dont je vous ai parlé? Eh bien, ça c'est encore une question qu'on n'a pas analysée là-dessus. Donc voilà, on a ces panaches qui sont assez puissants. Alors il y a ce qu'on appelle les griffes du tigre, c'est que tout simplement ça ressemble à des griffes, et c'est par là que sortent ces panaches. Alors on pourrait penser que c'est occasionnel, qu'il y a eu une petite chute d'astéroïdes qui aurait fait ça, mais si on le voit, on peut penser que ça arrive tout le temps. Si ça arrive une fois avec tous les milliards d'années qu'on tombe dessus, franchement, ce serait étonnant. Donc tout ce qu'on observe, ça veut dire que c'est quelque chose de régulier. Alors voilà, ça c'est, est-ce qu'il y a de l'eau qui serait de l'eau pressurisée, il y aurait donc une pression, et que de temps en temps, ce qu'on appelle les griffes du tigre, ce serait un tremblement de terre ou une faille qui se forme et que l'eau sort. Et ça arriverait un petit peu partout, si bien qu'il y aurait toujours quelque part de l'eau qui sort sous forme de vapeur, et la vapeur, évidemment, il fait tellement froid qu'elle se gèle instantanément, ce qui fait ces petits panaches comme ça. Et ça, c'est une découverte en 2017, on a vu qu'il y avait de l'hydrogène gazeux, donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez... C'est-à-dire qu'il y a des molécules organiques. Mais on trouve pas mal de molécules organiques aussi avec l'eau, partout il y a de l'eau. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Alors les autres satellites, ils sont assez amusants. Celui-là qui a reçu un grognon dans un coin, celui-là qui ressemble à une éponge. Vous voyez, c'est un peu... On peut s'attendre à tout. Alors, quand on aura tout expliqué, on n'aura plus de boulot, c'est pas mal à l'aise. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'astrométrie, évidemment. Une image de la sonde Cassini, vous avez Dionée et vous avez Encelade, et vous avez des petites étoiles. Évidemment, il y a des étoiles partout. Eh bien, comme les étoiles, on connaît leur position avec les catalogues d'étoiles, ben moi je vous recalcule la position de ces objets-là, et j'ai leur distance exacte. Et paf, j'ai encore des observations supplémentaires. Et des observations très précises, parce que alors là, vous comprenez que la précision, actuellement on a 3 km, et on espère avoir 50 mètres en utilisant bien le catalogue Gaïa. Vous voyez que ça, c'est encore toujours mon obsession d'avoir les choses de plus en plus précises. Alors les anneaux, ben, finalement, ça c'est au moment où la Terre passe dans le plan des anneaux, ce qui arrive une fois tous les 15 ans. On ne voit plus les anneaux, ce qui permet de voir les petits satellites. Et en fait, vous voyez ici, voilà, on a les anneaux avec les petits satellites qui tournent autour, et on se demande qu'est-ce que c'est que ces anneaux. Alors ces anneaux, il y a des choses assez extraordinaires que vous voyez là, c'est qu'ils sont ce qu'on appelle gardés par des satellites gardiens. Alors comment ces satellites peuvent-ils garder les anneaux? On a l'impression qu'ils repoussent les anneaux pour pas qu'ils se... Mais la gravitation, elle ne repousse pas, elle attire. Alors en fait, le phénomène est assez complexe. C'est que les satellites, ils vont attirer des particules de l'anneau, mais quand ces particules vont arriver près du satellite, ils vont gagner en énergie et en vitesse, et ils vont être renvoyés dans l'anneau, il va y avoir des collisions, et ça va circulariser des orbites. Donc c'est un système assez complexe qui donne l'impression que le satellite repousse les particules de l'anneau. En fait, c'est quand même par attraction gravitationnelle qu'il les garde, qu'il les confine dans ces endroits-là.
Alors les anneaux, est-ce qu'ils sont jeunes ou vieux? Vieux, ça veut dire que ce seraient les restes d'un satellite à l'origine du système solaire qui n'aurait pas été formé. Autour de Jupiter, n'oubliez pas qu'il y a 4 gros satellites qui ont été formés à peu près à la même époque que Jupiter. Et là, il y a Titan. Alors, est-ce qu'il y aurait eu Titan plus un autre satellite qui, lui, ne se serait pas formé? Ou bien, est-ce que ce serait jeune, et ce serait, par exemple, un satellite, Titan n'aurait pas été tout seul, et il aurait été détruit, le deuxième satellite aurait été détruit et serait fabriqué la Lune. Alors on pense que c'est ça, effectivement. On pense qu'il y avait 2 satellites, il y en avait 4 autour de Jupiter, il y en aurait eu 2 autour de Saturne, mais le deuxième a reçu un choc d'un corps étranger qui est arrivé du système solaire, qui a cassé le deuxième satellite et qui a fait cet anneau autour de Saturne. Et depuis, l'anneau de Saturne refabrique des anneaux, refabrique des satellites. Et au début, il y avait beaucoup de matière, il a fabriqué un gros satellite, et comme il y avait de moins en moins de matière, il a fabriqué des satellites de plus en plus petits. Et ça, c'est vraiment l'ordre dans lequel on a les satellites. Donc l'anneau fabrique un petit satellite qui grossit et qui va s'éloigner. Et puis après, il va en fabriquer un autre, et ça continue comme ça, depuis qu'il y a eu cette destruction du deuxième satellite de Saturne. Donc ça, c'est l'explication actuelle qu'on a du système de Saturne, qui est la plus crédible et qui correspond le mieux à la dynamique qu'on observe, à tout ce qu'on observe, évidemment. On va passer à Uranus. Alors Uranus, c'est comme les autres, c'est des satellites de glace. Voilà, donc on va Miranda, Titania, Ariel, Umbriel, Oberon. Ils ressemblent tous aux autres. Alors là, c'est vraiment, on retrouve à peu près le même système des satellites de glace. Alors Uranus, quand on observe dans une certaine longueur d'onde, tout simplement, on se rend compte qu'il y a un anneau très fin. Hein. C'est de la petite poussière. C'est comme pour Jupiter. Il n'y a pas ce système d'Uranus. Alors ça, c'est une observation que j'ai faite au VLT en optique adaptative. Donc vous voyez, vous avez Uranus ici, vous voyez l'anneau, vous voyez un nuage à la surface d'Uranus, et vous voyez des tout petits satellites qui se promènent ici. Et les gros sont là, évidemment. Donc vous voyez, grâce à l'optique adaptative, on peut quand même avoir des choses où on peut rentrer dans les détails. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la position, évidemment, de tous ces petits objets qu'on ne peut pas avoir autrement. Alors bon, quand on regarde les images de voyageurs, on retrouve toujours la même chose. Donc là, il y a peu de cratères, ce qui laisse penser qu'il y a de la glace et qu'il y a un resurfaçage qui se fait, qu'il y a de l'eau qui sort. Alors c'est pas de l'eau, là, il fait tellement froid à cet endroit-là, ça doit être une glace qui sort et qui s'étale. La glace à l'intérieur est tellement sous pression qu'on retrouve cette notion de glace fluide qu'on n'a pas à la surface de la Terre, où on a une glace cristalline, où on a des cristaux à la surface de la Terre. Mais la glace n'a pas forcément une forme de cristal. Neptune, encore plus loin. Alors encore plus loin, si c'est encore plus loin, on voit encore moins bien. Donc vous voyez, ça c'est dans un petit télescope, vous avez Neptune et Triton. Triton très gros. Alors il n'y a qu'un gros satellite là. Alors on peut penser que Neptune avait un satellite, Uranus en avait 4, Saturne 2 et Jupiter 4. Donc là, il n'y a pas de progression 1, 2, 4, 8 comme on avait vu pour les premiers. Donc quand Le Verrier découvre Neptune par le calcul, les astronomes vont voir et trouvent Neptune, en même temps ils voient le satellite Triton à côté. Voilà, on a aussi des images, aujourd'hui, avec le HST, on peut avoir des choses beaucoup plus meilleures, bien meilleures. Donc ça, ce sont les images de la sonde Voyager. Et la sonde New Horizons, qui est partie vers Pluton, quand elle a croisé Neptune, elle nous a envoyé cette photo de Neptune avec Triton. Donc ça, c'est une image de la sonde New Horizons dans son voyage vers Pluton. Alors effectivement, Neptune, depuis qu'on analyse tout ça, on pense que c'est des planètes qui ont beaucoup d'eau. C'est peut-être des planètes océans, comme on dit,
qu'il y aurait une atmosphère très forte d'hydrogène, mais qu'il y aurait vraiment un océan permanent. Parce qu'Uranus et Neptune sont beaucoup plus petits que Saturne et Jupiter, évidemment, bien plus gros que la Terre. Donc l'idée d'une planète avec un océan, c'est tout à fait crédible. Mais il faudra envoyer quelque chose, parce que depuis Voyageur, qui n'a fait que prendre des photos comme ça, on n'a rien que des observations faites depuis le sol. Alors même si notre instrumentation s'améliore énormément, surtout dans l'infrarouge, on ne peut pas passer au travers des murs, au travers de l'atmosphère. Évidemment. Pardon. Bon, pour terminer, je vais vous parler de Pluton, bien que Pluton n'est pas une planète, et que Pluton-Charon, c'est un système double plutôt qu'une planète et un satellite. Mais on a tellement considéré Pluton comme une planète pendant des années, et Pluton a un système de satellites tellement important que ça vaut le coup quand même d'en parler. Alors la découverte du satellite de Pluton, elle se fait ici. On observait Pluton, qui était assez difficile à observer, puis on faisait des mesures astrométriques, parce que Pluton, depuis qu'on l'observe, il n'a pas encore fait un tour autour du Soleil. Donc vous comprenez bien qu'on ne le connaît pas bien, et qu'on a intérêt à le mesurer. Donc on le mesure, on l'observe, et quand on grossit les images, là on dit c'est bizarre, cette image, elle a une espèce d'excroissance qu'on ne voit plus ici. Et ça, on l'interprète, on l'interprète parce qu'il y a un satellite qui est en train de tourner autour de Pluton. Donc voilà comment on fait cette découverte en 1978. Alors évidemment, entre l'optique adaptative et les images d'autrefois sur plaque photographique, évidemment, il n'y a pas photo. Alors ça, c'est pas une image vraiment réelle, parce que c'est pas si beau que ça, une image de Pluton et de ses satellites. Pourquoi? Parce que Pluton, il est dans la Voie lactée. Ben, quand vous faites des photos dans la Voie lactée, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a plein d'images, d'étoiles, et on n'arrive pas à se dépatouiller de tout ça. Donc pour trouver les petits satellites, c'est pas facile. Donc une fois qu'on les a trouvés, hop, on efface toutes les images et on a une magnifique photo. Mais elle est tricotée et travaillée. Alors la sonde New Horizon, évidemment, alors elle nous en a beaucoup appris. Alors elle nous en a pas appris pendant longtemps parce qu'elle est passée vraiment à grande vitesse, elle n'a pas eu le temps de s'arrêter. Mais ça, on n'aurait pas eu les moyens de freiner, ça aurait coûté beaucoup trop cher. Ou bien on allait rapidement vers Pluton, enfin rapidement, ça a mis des années quand même, ou bien on prenait notre temps, il fallait quasiment un siècle pour que quand on arrive, on puisse se mettre en orbite autour de Pluton. Parce que là, vraiment, pour se retrouver à la même vitesse que Pluton, la différence de vitesse entre la Terre et Pluton est telle qu'il faudrait une énergie, il faudrait emmener une fusée Saturne V là-haut pour pouvoir freiner. C'est vraiment énorme. Donc on est passé très rapidement, mais enfin on a vu quand même beaucoup de choses. Ça, c'est la sonde qui approche et qui observe Pluton et Charon, et qui voit Charon en train de tourner, non pas autour de Pluton, mais autour du centre de gravité commun entre les deux. C'est donc bien une planète binaire. Donc ça, c'est une image faite par la sonde New Horizon, qui voit les deux et qui se rapprochent. Alors quand on les regarde de près, évidemment, ça a une autre allure. Et alors là aussi, grande découverte, il y a de la glace, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait prévu. Une petite atmosphère qui, quand Pluton s'éloigne, qui fait encore plus froid, elle retombe à la surface, puis après elle s'évapore un petit peu. Enfin, et Charon, c'est un petit peu le même système qui est à côté. Donc voilà encore une autre image qui a été bien travaillée, ça a été faite avec le HST, Pluton, Charon, et on a trouvé tout autour d'autres petits satellites. Alors, est-ce que tous les systèmes d'astéroïdes sont pareils? Parce que finalement, Pluton, on dit aujourd'hui que c'est un astéroïde. Pluton est quand même gros, donc un astéroïde aussi gros, il n'y en a quand même pas beaucoup. Alors quand on va au-delà de Pluton, alors là, oui, on va trouver des corps qui vont être aussi gros que Pluton. Alors comme ils sont encore plus loin, ils sont à une distance énorme, pour voir des satellites, alors là, ça commence à être difficile. On a cette chance que Pluton est l'un de ces corps au-delà de Neptune, ces TNO, comme les transneptuniens, ces objets transneptuniens, comme on les appelle, et il a une orbite telle que Pluton revient et il s'approche plus de nous que Neptune. Pluton passe à l'intérieur de l'orbite de Neptune. Il s'approche vraiment de nous et après il repart. Il y a quelques années, il s'est approché, maintenant il commence à s'éloigner.
Donc c'est pour ça qu'on a la chance de voir ça, mais on peut penser que c'est pas unique et qu'il y a beaucoup d'autres corps pareils, mais qu'on ne peut pas voir parce qu'ils sont très très longs. Voilà, donc encore une autre image. Donc celui-là, il a été observé par, je ne sais plus si c'est le HSC l'a vu, enfin New Horizon a vu aussi certaines choses. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une idée. Alors vous voyez les tailles entre Pluton et Charon, mais alors les autres, X, Hydra, tout ça, c'est vraiment tout petit pour les voir. Donc voilà une image moins travaillée. Donc là vous avez Pluton et vous avez les étoiles. Et les étoiles, comme on va poser très longtemps, ben les étoiles ne vont pas suivre Pluton, mais Pluton il va pas vite, hein. Mais quand même les étoiles vont être traînées. Et en suivant Pluton pendant des heures comme ça, eh bien, ce qui ne bouge pas en même temps que Pluton, ce sera des satellites, et c'est comme ça qu'on a découvert les 2 derniers satellites. Donc ça peut se faire au VLT aussi, comme ça, pour essayer de découvrir ces petits objets. Mais vous voyez, Pluton, il est gros par rapport aux autres. Donc si on va plus loin et vers ces corps qui sont quand même très gros, qui sont des planètes naines en fait, mais qui sont aussi des objets binaires parce que les satellites... Alors c'est vrai que si on a un corps qui n'a pas Charon à côté de lui mais qui n'a que des petits satellites, on va retrouver une planète naine avec des vrais satellites. Mais ça, ce sera sur le modèle de Pluton, mais sur les fameux transneptuniens qu'on connaît et qui sont d'ailleurs aussi gros, si ce n'est plus gros que Pluton. Voilà, donc je vais conclure ici. Donc vous avez vu, les gros satellites de glace, il y en a beaucoup. C'est notre dernière chance de voir de la vie dans le système solaire. Alors ces systèmes de satellites, ils sont très rapides et ça nous permet de comprendre l'évolution de ces systèmes beaucoup plus vite que d'étudier l'ensemble du système solaire. Alors, on aimerait bien qu'il y ait d'autres missions spatiales vers ces corps. Il n'y en a qu'une qui est prévue en 2030. C'est la mission JUICE, qui succède à d'autres projets vers Europe. On ne va pas se poser sur Europe malheureusement, mais on va se mettre en orbite autour d'Europe et on va avoir des instruments pour essayer de sonder la banquise. Voilà, mais l'observation au sol, elle est toujours indispensable et je pense qu'on va encore continuer. Voilà, je vais terminer là et répondre à vos questions. Ici, des questions. Ici, j'ai un ouvrage qui est disponible sur l'astronomie au service de tous, les éphémérides, etc. Et j'ai ici un petit papier sur une école d'été d'astronomie que je vais organiser cet été. Donc, si quelqu'un est intéressé. Donc, vous pouvez venir vous servir ici. Bon, merci Jean-Eudes. Est-ce que vous avez des questions? Moi, pour démarrer la séance des questions, j'en ai une. Il y a quelques semaines ou mois, il y a eu des informations à propos des anneaux de Saturne qui disaient qu'ils allaient disparaître bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bientôt, ça veut dire 200 000 ans. Oui, enfin bientôt, au sens astronomique du terme. Oui, puisqu'ils continuent à fabriquer les satellites, on a remarqué qu'il y avait des petits satellites qui se fabriquaient. C'est-à-dire qu'en observant, tout d'un coup on observe un satellite, puis après il a disparu. Parce qu'il y en a qui se forment, et puis ils sont détruits. Puis ils se forment, alors de temps en temps il y en a un qui continue, puis qui va devenir plus gros, mais c'est quand même un processus très très lent. Mais on peut penser que d'ici 200 millions d'années, ou un peu plus, tout l'anneau aura fabriqué des satellites et il n'y aura plus d'anneaux. Peut-être. Question? Bonjour, alors je vais poser une question qui va rejoindre un peu celle d'avant, mais étant donné que votre travail c'est de suivre un peu l'évolution de ce qu'il y a dans le système solaire et donc des satellites, est-ce que dans un futur proche, bientôt, il y ait à prévoir des changements dans la structure que l'on connaît actuellement, comme des satellites qui s'agrègent ou qui se désagrègent, ou peut-être des astres qu'on soupçonne d'exister, mais qu'on n'a pas encore observé? Alors, au-delà de Pluton, oui. Il y a plein d'astres qu'on soupçonne d'exister. Et est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? On ne sait pas trop. La fameuse planète supplémentaire qui serait très grosse, on la cherche toujours. C'est possible, mais elle est très difficile à observer. Ne serait-ce que parce qu'elle a un mouvement très très lent.
si elle met 10 000 ans pour tourner autour du Soleil, comment, même en un siècle, elle ne va pas bouger suffisamment? Puis comme elle sera très loin, il n'y aura même pas d'effet de parallaxe avec le mouvement de la Terre. Donc, par chance, on pourrait tomber dessus. Alors, est-ce que cette planète peut avoir un effet sur les autres planètes? Ça, on l'a calculé. Alors, on a dit, s'il y a une planète, elle ne peut être que dans cette région-là du ciel. Parce que si elle était par là, on verrait son influence sur certaines planètes. Donc, il y a surtout ces corps-là. En ce qui concerne les satellites, à part Saturne, qui forme des satellites avec son anneau, pour les autres, non, il n'y a rien à part les satellites de Mars, qui vont s'écraser sur Mars. Bientôt. Sans astronomie du terme. Une question là. Oui. Alors en fait, on vient de voir en fait que Pluton avait pas mal de satellites, et Pluton est enfin maintenant c'est plus une planète, hein, mais c'est une planète naine, on est toute petite. Pourquoi les planètes telluriques, donc Mercure, Vénus, n'ont aucun satellite, alors qu'elles sont quand même d'une taille respectable? Pourquoi? Alors Mars a 2 petits satellites, quand ils sont quand même très petits, et je pense que pour la Terre c'est aussi particulier avec la Lune. Il y a eu un choc, il y a eu quelque chose. Pourquoi près du Soleil il n'y a pas de satellite? Théoriquement, près du Soleil, Mercure et Vénus, les perturbations du Soleil empêchent la formation d'un satellite. Parce que s'il est petit, s'il est un peu loin, il n'y a aucune chance qu'il reste. C'est pareil, les 2 petits satellites de la Terre, Cruithney et puis l'autre, ils ne vont pas rester longtemps, les perturbations du Soleil vont finir par les faire partir. Ils vont rester un certain temps. Alors c'est très possible, on n'en a pas vu, mais c'est très possible qu'autour de Vénus et de Mercure, il y ait des satellites provisoires. C'est-à-dire qu'il y a des petits objets qui tournent un peu autour, et puis qu'après, ils s'éloignent parce que la perturbation solaire est trop forte. C'est ça qui empêche Mercure et Vénus d'avoir des satellites. La perturbation solaire est beaucoup trop forte. Pourtant, nous on a la Lune. Alors, nous on a la Lune. La Lune, et apparemment c'est un système qui est plutôt stable, et la Lune est autour de la Terre depuis combien de temps? Ah ben, c'est arrivé peu après la formation. Depuis plus de 4 milliards d'années alors. Oui, mais alors, quand ça s'est formé, c'est à la suite d'un choc. La Lune était proche de la Terre. Oui. Donc, pas suffisamment éloignée pour que le Soleil ait une action quelconque. Donc là, elle s'éloigne, mais pas encore suffisamment pour que le Soleil l'entraîne autour du Soleil, indépendamment de la Terre. Elles sont encore trop proches et trop... Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Réfléchissez-y pendant que je fais une... Dans le fond, là-bas. Oh là là, je ne peux pas monter jusque là-haut. Alors faut... Attendez, voilà. Est-ce que ça existe des satellites, d'autres satellites? Ah, des satellites de satellites. Ah oui. Non, ça ne peut pas exister pour des raisons de perturbation gravitationnelle. Comme le Soleil empêche Mercure et Vénus d'avoir des satellites, si la Lune avait un satellite, la Terre l'en empêcherait. Et si un satellite de Jupiter avait un petit satellite, Jupiter l'en empêcherait. C'est-à-dire qu'il l'entraînerait sur une autre orbite qui serait vraiment autour de Jupiter. Et si l'orbite était trop excentrique, Jupiter l'attirerait pour le faire tomber à sa surface. Et si on avait un autre satellite que la Lune, eh bien la Terre l'attirerait pour le faire tomber sur la Terre. Donc on n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un autre satellite. Et comme le Cruithney et l'autre, à terme, ils ont destination à tomber sur la Terre. Mais pas tout de suite. Ceux-là, non, pas tout de suite. On pourra vous prévenir. J'ai une autre question. Est-ce que c'est possible qu'un jour, il y ait un autre satellite qui forme Près du micro. autour... Est-ce qu'un jour, c'est possible qu'il y ait un autre satellite qui se forme autour de la Terre? Oh, s'il y avait un choc, alors bon, il n'y a plus de corps dans le système solaire qui ont des orbites telles qui auraient une collision avec la Terre pour créer la Lune. Alors il y a une autre solution à la création de la Lune, c'est que la Terre étant très fluide, très chaude, et tourne très vite, il y a un morceau qui se détache par la force centrifuge. Ça a été une des théories de la formation de la Lune. Mais apparemment non, c'est pas très crédible. La collision est plus crédible. À une période où il y avait des corps susceptibles de heurter la Terre.
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une orbite circulaire autour du Soleil. Maintenant, il n'y a plus de corps comme ça. Maintenant, tous les corps sont venus sur une orbite gentiment circulaire, et donc il ne peut pas y avoir de collision. Je crois savoir qu'il existe des satellites troyens De la Terre. de la Terre. On a des corps qui tournent en avant ou en arrière sur des points stables. Enfin, ils ne sont pas réellement autour, mais... Oui, alors, il y a effectivement, j'ai pas de souvenir du nombre, on en a, mais il ne reste pas longtemps. Oui, il y en a très peu, je crois. Ils sont transitoires parce que c'est des points qui ne sont pas stables du tout. Oui. Il y en a très peu, mais il y a effectivement des accumulations. De temps en temps, oui, on peut en voir un, mais il ne restera pas longtemps. Je voudrais vous faire une annonce pour la prochaine conférence que nous vous présenterons ici. Ce sera le 30 mars. Mais vous savez peut-être que l'année 2019, c'est pas n'importe quelle année. C'est l'année où on fête le cinquantenaire des premiers pas de l'homme sur la Lune. Alors aussi pour cette date du 30 mars, nous avons décidé de faire une séance un peu spéciale, une table ronde qui va avoir plusieurs participants très connus, notamment Jean-Pierre Le Breton. Vous vous rappelez Jean-Pierre Le Breton qui était venu il y a quelques années nous parler de la mission Cassini. Le Breton, c'est le papa de la sonde Huygens. Et Bernard Foin, qui vient venir de l'ESA, situé en Hollande, et il est responsable des villages lunaires. Oui, ne rigolez pas, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, réfléchit à la possibilité de construire des bases spatiales permanentes sur la Lune. Et il y a des équipes, et le responsable de cette équipe, c'est Bernard Foin, qui sera avec nous ce jour-là. Il y aura aussi d'autres personnes sur scène. Donc ça va être présenté plutôt sous forme d'une table ronde. Qu'est-ce que nous avons appris des missions Apollo? Pourquoi ne sommes-nous pas capables, pour le moment, au jour d'aujourd'hui, d'y retourner? Devons-nous y retourner? Et si nous retournons sur la Lune, pourquoi y faire? Donc je pense que ça va être très intéressant. Et donc nous vous invitons à cette séance le 30 mars à 20h30, comme d'habitude. Donc si vous n'avez plus de questions, on remercie Jean-Eudes, Arnaud. Et on vous dit au 30 mars. Rentrez bien chez vous, soyez prudents. Bernard, tu veux dire un mot? Non. Au 30 novembre, venez parce qu'il va y avoir une grande logistique. Le 30 mars, ça va être une table ronde avec 4 fauteuils ici. Il faut venir parce qu'on fait venir 2 grandes personnalités de Hollande, donc il faut à tout prix qu'il n'y ait plus un seul fauteuil libre. Donc revenez tous obligatoirement.